J'espère ne jamais avoir à revoir quelque chose comme ça. Le procureur Mike Obel dit que ce n'est pas Bloyer qui a appelé le 911, mais une tierce personne qui a trouvé l'enfant inconscient, ne respirant plus et tout bleu. Bentley Jacob Myers est né le 28 juillet 2022 à Greensburg, en Pennsylvanie, de sa mère, Sherry Myers, et de son père, Brett Bissett. C'était un petit garçon heureux et souriant qui adorait jouer dehors et se promener. Il avait aussi 2 grandes sœurs. Les parents du petit garçon, Sherry et Brett, se partagèrent la garde. Mais ce n'était rien d'officiel devant les tribunaux. C'était simplement un accord mutuel entre eux deux. Selon Sherry, son fils séjournait récemment chez son père et la fiancée de celui-ci, Brianna Bloyer, parce qu'elle venait de subir une opération et pendant sa convalescence, elle n'était pas en mesure de s'occuper correctement de Bentley. Environ 2 semaines après le début du séjour du tout petit chez son père, qui habitait Old Lake Lynn Road à Spring Hill Township, Pennsylvanie, le 911 a été appelé à la maison. Peu après midi, le 6 août 2024, l'enseignante Head Start, Amy Downing, a appelé les services d'urgence après s'être rendue au domicile de la famille pour un rendez-vous avec un autre enfant qui y vivait. Quand elle a frappé à la porte, la fiancée du père, Brianna, a répondu, paniquée. Elle a demandé l'aide d'Amy car Bentley s'était cogné la tête contre la table basse et ne réagissait plus. En entrant, elle a trouvé le petit garçon de 2 ans allongé sur son lit, les pieds surélevés. Et alors qu'Amy a remarqué que son visage était bleu et qu'il ne respirait pas, la belle-mère du garçon n'avait pas encore appelé à l'aide. Donc, une fois qu'Amy a contacté le 911, les secours sont arrivés à la maison peu de temps après. Bentley a été transporté d'urgence à l'hôpital Ruby Memorial à Morgantown, en Virginie-Occidentale, où il a été déclaré en état de mort cérébrale. Et le tout petit a succombé à ses blessures 3 jours plus tard, le 19 août 2024. Bentley présentait de multiples ecchymoses sur le corps, certaines anciennes, d'autres récentes. Cela comprenait d'importantes contusions à la tête. Il avait également des traumatismes au nez et à l'oreille, ainsi qu'une fracture au pied gauche. De plus, il avait une hémorragie cérébrale et des vaisseaux sanguins rompus derrière les 2 yeux. Une fois l'autopsie terminée, il a été déterminé que la mort de Bentley était due à un traumatisme contondant et il a été conclu à un homicide. Bien que la seule adulte présente dans la maison au moment où le petit garçon a subi ses blessures mortelles était sa belle-mère Brianna, la police voulait tout de même les interroger tous les deux, elle et son père, Brett. Selon Brianna, Bentley séjournait chez eux depuis environ 2 semaines à ce moment-là. Et le matin du 16 août, elle avait réveillé le petit garçon. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à tituber et s'est soudainement effondré. La raison pour laquelle elle n'avait pas appelé à l'aide, affirmait-elle, c'est parce qu'elle essayait d'abord de comprendre comment l'aider elle-même. Lorsque les détectives ont parlé avec le père du garçon, Brett, il a affirmé ne rien savoir lorsqu'on lui a demandé comment son fils avait eu de si nombreuses blessures sur le corps. Il a cependant dit aux enquêteurs qu'il avait remarqué que sa fiancée, Brianna, était souvent stressée en présence de son fils, ce qui la rendait ensuite frustrée envers l'enfant. Son histoire a changé. Il a dit aux policiers avoir remarqué à plusieurs reprises des ecchymoses suspectes sur Bentley en rentrant du travail. Il a affirmé qu'il craignait que sa fiancée ne fasse du mal à son fils et qu'il s'inquiétait de le mettre en danger en le laissant sous sa garde. Mais Brett a tout de même continué à le faire plusieurs jours par semaine, chaque fois pendant plus de 8 heures. Le père a ensuite avoué qu'il avait vu Brianna agresser ou tenter d'agresser son fils à plusieurs reprises, dès l'âge de 6 mois seulement. Il y a eu des moments où Brett a dit qu'il avait dû soit arracher sa fiancée à Bentley, soit les séparer parce qu'elle devenait tellement énervée. Ce qui, en soi, semble extrêmement inquiétant, et il aurait dû immédiatement rompre avec elle sur le champ. Brett a ensuite décrit plusieurs situations dans lesquelles l'enfant avait été négligé et maltraité par Brianna. Cela comprenait un incident survenu seulement 1 semaine avant la mort de Bentley, le 9 août lorsque le petit garçon de 2 ans avait été retrouvé inconscient dans la baignoire et que les secours avaient dû intervenir à la maison. Selon Brett, sa fiancée avait laissé son fils seul pendant moins de 10 minutes lorsqu'elle a entendu un bruit sourd qui ressemblait à une chute. Elle a ensuite trouvé Bentley inerte. Il a également déclaré qu'il pensait que l'enfant était resté sous l'eau pendant environ 5 ou 6 minutes lorsqu'il a été retrouvé. Mais si Brianna a entendu un bruit sourd, pourquoi serait-il resté submergé si longtemps ? Elle n'est pas allée aussitôt voir ce qui était arrivé au petit garçon après ce bruit de chute ? Apparemment non.
À une autre occasion, le père a admis avoir vu sa fiancée frapper Bentley au visage très violemment et le frapper avec une ceinture. Lorsqu'on lui a demandé, stupéfait, pourquoi il n'était jamais parti en emmenant son fils loin du danger évident que représentait Brianna, il a répondu « Parce que je l'aime ». Brett a également affirmé qu'il avait déjà essayé d'empêcher sa fiancée de faire du mal à son fils, mais manifestement pas assez fort. Un mandat de perquisition viserait la maison du couple et le téléphone de Brianna, où les enquêteurs découvriraient des éléments très inquiétants. Seulement 15 minutes avant que les services d'urgence ne soient appelés, la belle-mère cherchait sur Google comment faire revenir quelqu'un à lui après un évanouissement. Mais le 911 n'avait jamais été composé depuis son téléphone. Entre le 8 et le 9 août, d'autres recherches Google accablantes avaient été effectuées, notamment « Pourquoi suis-je tellement plus en colère quand je suis enceinte ?» Parce que oui, à l'époque, elle était enceinte de l'enfant de Brett. Brianna a aussi cherché « Comment faire disparaître les bleus du jour au lendemain ? Crème maison pour les bleus ?» Être en colère pendant la grossesse peut-il indiquer un garçon ou une fille ? Et les marques de tapis sur le visage, combien de temps ça met à disparaître ? Une autre recherche portait sur « Pourquoi je m'évanouis souvent quand je suis contrariée ?» Malgré ces preuves, aucune arrestation ne serait effectuée en lien avec la mort de Bentley avant un certain temps. Ce n'est que 3 mois plus tard, le 8 novembre 2024, que Brianna Bloyer, âgée de 30 ans, a été arrêtée et inculpée de meurtre au premier degré. Quelques jours plus tard, le père de Bentley, Brett Bassett, âgé de 25 ans, a également été arrêté et inculpé d'un chef d'homicide criminel, de mise en danger du bien-être d'un enfant et de mise en danger d'autrui. De plus, le père a été inculpé de falsification de preuves, d'entrave à l'administration de la justice et d'entrave à l'arrestation. Ces dernières accusations venaient du fait que, quelques semaines plus tôt, les policiers avaient demandé à Brett d'enregistrer une conversation avec Brianna pour comprendre ce qui était arrivé à Bentley ce jour-là. Le père avait accepté de les aider, mais finalement, il a envoyé un message à sa fiancée sur Snapchat pour l'informer du plan. À partir de là, ils avaient fui la région ensemble. Le 25 septembre, Brianna devait rencontrer les enquêteurs, mais elle ne s'est jamais présentée. Après cela, son véhicule avait été aperçu à la fois dans les États de l'Arizona et de l'Indiana. En novembre, le couple est revenu à Spring Hill, permettant alors aux autorités de les appréhender. Après leur arrestation, le procureur a fait une déclaration et il a dit à propos de Brett « Je n'ai pas l'impression qu'à un seul moment au cours de toute cette enquête, il se soit soucié de cet enfant. Je pense que tout tournait autour de Mademoiselle Bloyer. » Lorsqu'on lui a demandé quelle était sa théorie sur les raisons pour lesquelles le père de Bentley avait essayé d'aider sa fiancée à éviter des ennuis, il a répondu que puisque Brianna était actuellement enceinte de son enfant, il voulait essayer de lui éviter la prison. Après la mise en garde à vue de Brianna, les autorités l'ont interrogée à nouveau et confrontée aux preuves recueillies. À ce moment-là, elle a finalement admis avoir fait du mal à Bentley, disant qu'elle l'avait jeté de la cuisine dans le salon. Selon la belle-mère, elle s'est mise en colère car le petit garçon la suivait partout et elle a perdu le contrôle. Elle s'est retournée, a attrapé Bentley et a jeté son corps dans l'autre pièce. Quand il est tombé, sa tête a heurté le sol et Brianna a admis avoir entendu un bruit fort. L'avocat de la belle-mère a depuis soutenu qu'il n'y a pas assez de preuves pour justifier l'accusation de meurtre au premier degré contre elle, car selon lui, les procureurs ne peuvent pas démontrer qu'elle avait spécifiquement l'intention de tuer l'enfant. La preuve la plus solide étant qu'elle a dit aux enquêteurs qu'elle avait simplement perdu le contrôle avec Bentley. Il n'y avait ni préméditation ni intention, juste un moment de colère incontrôlée. L'avocate de Brett s'exprime également contre les accusations portées contre son client, affirmant qu'il était au travail au moment de l'incident. Par conséquent, il ne devrait pas être accusé d'homicide. Mais la procureure affirme que Brett savait exactement ce que Brianna faisait à Bentley et qu'il avait laissé son fils en grand danger parce qu'il continuait à le confier à ses soins. Le procureur a également déposé un avis en avril 2025 invoquant 2 circonstances aggravantes qui lui permettraient de demander la peine de mort contre Brianna, l'âge de Bentley et les allégations de la police selon lesquelles elle aurait torturé l'enfant. Brianna et Brett sont actuellement détenus sans possibilité de libération, sous caution à la prison du comté de Fayette. La police a examiné des photos de Bentley prises tout au long de sa vie et a remarqué que,
Sur plusieurs d'entre elles, il présentait des ecchymoses inquiétantes ainsi que d'autres blessures comme des brûlures, des égratignures et des coupures sur le corps. Ce qui me fait me demander, si c'est le cas, est-ce que la mère de Bentley a remarqué ces choses ou les a-t-elle un jour signalées aux autorités? Concernant la mère du garçon, Sherry, elle a déclaré publiquement « Je veux juste que justice soit faite pour mon fils, et je veux simplement savoir pourquoi elle a agi ainsi. » C'était un bébé intelligent, il était toujours heureux, il adorait sortir, il voulait toujours aller se promener et il aimait jouer. Il était notre fierté et notre joie. Les funérailles de Bentley Myers ont eu lieu à la maison funéraire Andrew D. Ferguson à Uniontown, en Pennsylvanie, le 27 août 2024. Merci d'avoir écouté l'histoire de Bentley aujourd'hui. C'est tellement triste de savoir que son père aurait pu empêcher que cela n'arrive, mais il ne semblait pas se soucier assez de son fils. Au lieu de cela, il a simplement laissé sa fiancée faire tout ce qu'elle voulait et le traiter comme bon lui semblait, jusqu'à ce que cela le mène à sa mort. Que penses-tu de cette affaire? Il était 8h30 du matin le 10 juillet et Howard venait d'entrer dans le commissariat de police de Kansas City. Il était là pour signaler la disparition de sa fille, Olivia Jansen, âgée de 3 ans. Howard n'avait pas vu sa fille depuis la veille au soir et la porte d'entrée de leur maison avait été retrouvée ouverte ce matin-là. Où était passée Olivia? Olivia était née le 22 décembre 2016 à Kansas City, dans le Kansas. Ses parents biologiques sont Howard Jansen, le troisième âgé de 29 ans, et Whitney Purvis. Lorsque Olivia a disparu, sa mère biologique était en fait en prison pour une accusation de délit de fuite sans rapport avec l'affaire. Olivia, comme la plupart des enfants de 3 ans, était très bavarde, énergique, ambitieuse et parfois un peu autoritaire, mais elle avait un adorable zozotement. Sa famille disait que sa personnalité rayonnante et ses yeux bleus illuminaient n'importe quelle pièce. Parmi les choses préférées d'Olivia, il y avait Peppa Pig, la Reine des Neiges et les trolls. Quel enfant de 3 ans n'aime pas ça? Whitney et Howard étaient séparés avant la disparition d'Olivia. Peu de temps après, Howard a rencontré une nouvelle femme et elle s'appelle Jacqueline Kirkpatrick, surnommée Jackie. C'est ainsi que je l'appellerai tout au long de la vidéo, Jackie. Ils sont vite tombés amoureux et ont emménagé ensemble. Sur les réseaux sociaux, ils semblaient très amoureux et avaient l'air d'une famille recomposée et heureuse. Assez tôt dans leur relation, ils se sont fiancés et ils devaient se marier le 4 juillet 2020, même si je ne pense pas que cela ait finalement eu lieu. Donc Jackie avait 3 autres enfants et Howard avait Olivia et une fille aînée. Ils vivaient tous ensemble, sauf que la sœur aînée d'Olivia vivait sans doute avec sa mère biologique. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur son lieu de vie, mais les autres enfants vivaient avec Howard et Jackie. Le 10 juillet 2020, Howard a dit qu'il s'était réveillé à 6h30 du matin et qu'il était allé dans la chambre d'Olivia pour vérifier comment elle allait. À ce moment-là, il ne l'a pas vue là et il s'est inquiété. Il est alors sorti dans le salon pour voir si peut-être elle s'était endormie sur le canapé ou si elle était là-bas. Olivia n'était pas là non plus. Mais Howard a remarqué que la porte d'entrée de la maison était étrangement ouverte. 2 heures après avoir découvert qu'elle avait disparu, il l'a signalé à la police. 2 heures, c'est long quand une petite fille de 3 ans a disparu. Beaucoup de choses peuvent arriver en 2 heures. Moi, j'aurais appelé la police immédiatement. Donc rien que ça, c'est un peu suspect. Quand Howard l'a signalé à la police pour la première fois, il a dit que la dernière fois qu'il avait vu Olivia, c'était la veille au soir vers 18h. Cependant, il a ensuite modifié sa déclaration et a dit que la dernière fois qu'il l'avait vue, c'était vers 23h la veille au soir. Peu après qu'Howard ait signalé la disparition d'Olivia, une alerte enlèvement a été lancée pour elle. Elle avait été vue pour la dernière fois avec un haut de pyjama rose et violet, un bas violet et ses cheveux bruns en queue de cheval. Rapidement, de nombreux membres de la communauté sont sortis chercher. La police utilisait des drones, des véhicules tout-terrain et des chiens pour les recherches. Tout le monde essayait de retrouver Olivia. Est-ce que quelqu'un veut chercher cette petite fille qui a disparu là-haut près de Frito-Lay? Le gars qui travaille chez Frito-Lay dit qu'il y a un camp de sans-abri là-haut et c'est derrière la maison de Howard Jansen. Ce sentier continue, la police n'est même pas venue voir ce chaos. C'est le premier sentier à gauche en montant par Frito-Lay. Cela faisait déjà 2 heures qu'elle avait disparu,
Donc à ce stade, s'il voulait la retrouver vivante, il devait la trouver. Et vite. À 17h30. Ce soir-là, les recherches ont été interrompues. Ils avaient retrouvé Olivia. Malheureusement, pas vivante. Elle a été retrouvée à environ 9 pâtés de maison de chez elle, dans une tombe peu profonde, recouverte de feuilles et de branches. Quelqu'un avait abandonné son corps et l'avait enterré très rapidement, comme s'il était pressé. Lorsqu'elle a été retrouvée, elle portait le même pyjama que celui qu'elle avait la dernière fois qu'on l'a vue. Elle avait aussi de gros hématomes sur la tête et le visage. Elle avait l'air d'avoir été violemment battue. Le médecin légiste a ensuite noté qu'Olivia avait également de nombreux hématomes sur les bras et les jambes. Et elle avait des lacérations ainsi qu'une grave hémorragie cérébrale. L'hémorragie cérébrale a été la cause ultime de sa mort. À ce stade, personne ne savait comment le corps d'Olivia était arrivé là, ni ce qui s'était passé. La police a donc d'abord interrogé les parents, derniers à l'avoir vue. Et lorsqu'ils ont commencé à parler aux enquêteurs, leurs histoires ne concordaient pas. Jackie refusait également de laisser la police fouiller sa voiture à ce moment-là. Pourquoi refuseriez-vous autrement que la police fouille votre voiture, à moins d'avoir quelque chose à cacher? Or, les services sociaux avaient un dossier ouvert sur Olivia. Les grands-parents d'Olivia, le père et la belle-mère de Howard, étaient les principales personnes qui avaient appelé les services de protection de l'enfance. La belle-grand-mère d'Olivia s'appelle Elizabeth. Quelques mois avant cela, Elizabeth avait vu sur les réseaux sociaux de Jackie qu'elle voulait se suicider. Elle a contacté la protection de l'enfance en expliquant « Ma petite fille vit avec cette femme qui s'occupe principalement d'elle. Et elle dit ces choses en ligne, donc je m'inquiète pour ma petite fille. » C'est raisonnable. Elle a passé cet appel en juin. Olivia était morte en juillet. Et Elizabeth n'avait pas vu Olivia depuis mars de cette année-là, ce qui a encore renforcé ses soupçons. Le DCF a répondu « Rien n'a été trouvé, donc l'enquête n'a pas donné suite, et finalement elle a été abandonnée. » Une des autres raisons de la grande inquiétude d'Elizabeth est qu'elle dit qu'elle connaît Howard depuis qu'il n'avait que 2 ans. Et elle dit qu'en grandissant, il était devenu méchant et avait même commencé à faire du mal à de petits animaux. Quand les animaux faisaient des dégâts dans la maison, elle disait qu'il fallait éloigner Howard parce qu'il était tellement violent physiquement avec les animaux. La mère biologique de Howard et grand-mère d'Olivia affirme au contraire ne l'avoir jamais vu faire de mal aux animaux et ne pense pas qu'il soit impliqué. Alors, qui sait vraiment? Il me semble que la belle-mère a sans doute raison, car de nombreuses mères feraient tout pour protéger leurs enfants, même ici. Je tends donc à être de son côté. Donc, peu de temps après ce premier appel à la DCF, Elizabeth a de nouveau contacté le département des enfants et des familles de Kansas City. Elle a signalé à ce moment-là qu'elle soupçonnait Howard de consommer de la drogue et elle était inquiète parce que Howard avait un tempérament très colérique. Howard a passé un test de dépistage de drogue. Il s'est avéré positif uniquement au THC et ils ne font rien si vous avez du cannabis dans votre organisme. On ne va pas vous retirer votre enfant pour ça. Donc Olivia est restée vivre dans la maison. Ils n'avaient trouvé aucune preuve d'autre chose. Howard et Jackie étaient assez contrariés qu'Elizabeth ait de nouveau appelé la DCF contre eux. Alors ils ont décidé qu'ils n'allaient plus permettre à Elizabeth de voir Olivia. Et ils ont empêché Olivia de la voir. Avant que Jackie et Howard ne décident de couper ce contact avec sa grand-mère, Olivia allait souvent lui rendre visite et passer des nuits chez sa grand-mère qu'elle aimait. Cependant, elle était toujours très triste de rentrer chez elle à la fin de son séjour et elle demandait à sa grand-mère « Tu m'aimes? Tu n'es pas fâchée contre moi? Je peux revenir? Je peux revenir ?» Et à un moment donné, elle a même supplié de vivre avec ses grands-parents. Cela ressemble tellement au dernier cas dont j'ai parlé, celui de Noah Quattro. Confiée à des parents abusifs, arrachée aux grands-parents aimants qui auraient pu leur offrir un foyer merveilleux. C'est fou, complètement fou, apparemment partout aux États-Unis. Donc Elizabeth savait bien qu'Olivia n'était pas dans une bonne situation, mais elle ne savait pas à quel point la situation était réellement grave. Elle avait supplié à plusieurs reprises les services de protection de l'enfance de retirer Olivia et de la lui confier, même s'il y avait beaucoup d'inquiétudes concernant Howard, sa consommation de drogue et son tempérament colérique. On dit que beaucoup des coups venaient en réalité de Jackie. Elle était la belle-fille ou la future belle-fille de Jackie. Et Jackie avait déjà ses propres enfants, donc c'était l'effet Cendrillon,
quand l'enfant du conjoint est traité plus mal que les enfants biologiques, et pour cette raison. Donc je ne dis pas que Howard n'y était pour rien, mais d'après ce que j'ai compris, il semble que Jackie a infligé la plupart des sévices. Il a été révélé que Jackie mettait souvent Olivia dans une cage pour chiens et qu'elle la frappait et la giflait même devant d'autres personnes. Elle forçait aussi souvent Olivia à rester debout dans un coin pendant des heures. Une fois, lorsqu'un ami est venu à la maison, il dit avoir vu Jackie donner du savon à manger à Olivia et tellement de savon qu'elle en vomissait, car Jackie affamait aussi Olivia. Elle disait que la nourriture était pour ses enfants, pas pour Olivia. Voilà donc le morceau de savon. Les autres enfants qui étaient dans la maison avec Olivia ont dit aux autorités que Jackie frappait souvent Olivia à l'arrière de la tête et lui cognait la tête contre les murs. Il y avait en fait quelques trous trouvés dans les murs de la maison où elle avait fait cela à Olivia. Quand les autorités ont été informées des appels à la DCF, elles ont aussi découvert de nouvelles infos sur la mort d'Olivia. Un témoin oculaire du matin où Olivia a disparu s'est également manifesté pour parler aux autorités. Il avait vu quelque chose ce matin-là qu'il trouvait un peu étrange. Il a dit qu'il avait vu un SUV argenté garé près du sentier de promenade vers 7h30 du matin le vendredi, 1 heure avant que le père d'Olivia ne signale sa disparition. Il s'est ensuite inquiété après avoir vu, dans un reportage sur la disparition d'Olivia, une vidéo montrant un SUV argenté qui appartiendrait à la petite amie de Jansen. Il a ajouté « C'était vraiment étrange. J'étais là depuis 10 minutes quand 2 personnes sont montées dans la voiture et elle est partie en trombe. » Voilà pourquoi Olivia a été retrouvée dans une tombe si peu profonde. Ils ont agi en 10 minutes. Au début, les services de protection de l'enfance refusaient de divulguer leur dossier sur le cas d'Olivia. Ils ont finalement fini par publier ces documents. Et dans ces documents, il est indiqué que 2 personnes anonymes avaient appelé en février 2020 pour signaler des soupçons de maltraitance d'enfants. L'un des appels disait que Howard l'avait frappé à la jambe et qu'il y avait des inquiétudes quant au fait que la jambe pouvait être cassée. La deuxième personne qui a appelé en février a dit que Jackie avait frappé Olivia. L'agence est allée vérifier, a dit n'avoir vu aucun bleu, puis la personne qui avait fait le signalement s'est rétractée plus tard. Rien n'en est ressorti non plus. Il y a eu 2 visites, 2 préoccupations distinctes. Ils ont dit que tout allait bien et était en ordre, enfin bref. Ils n'ont rien trouvé. D'accord. Un rapport mentionne aussi que la grand-mère d'Olivia a contacté la DCF pour signaler des soupçons sur la consommation de drogue de Howard et sur son mauvais caractère. Cela a également été noté. Et puis il y a aussi un autre rapport du 30 juin indiquant que la DCF a organisé un appel vidéo pour prendre des nouvelles d'Olivia. Et cela parce qu'Olivia et Jackie étaient hors de la ville pour une certaine raison. Donc, s'ils voulaient le faire à ce moment-là, ils devaient passer par un appel vidéo. Ce n'est pas la meilleure idée dans ce genre de cas, mais ils ne pensaient pas qu'il y avait suffisamment d'allégations de maltraitance. Ils pensaient que le risque était moindre, donc ils ont fait l'appel vidéo. Pendant que l'agent du DCF parlait à Olivia lors de cet appel, elle a noté qu'Olivia était simplement impatiente d'être au 4 juillet et qu'elle était de bonne humeur. Le DCF a également déclaré que l'appel vidéo était tout à fait approprié. Elizabeth Jansen, la grand-mère d'Olivia, n'était pas satisfaite du fait qu'il y ait eu un appel vidéo. Elle a dit « Vous ne pensez pas que c'est un signe d'alerte ? Je n'ai même pas vu ma petite fille depuis mars et maintenant, juste un appel vidéo. » Cependant, ils ont précisé que la famille nécessitait seulement une évaluation, sans situation d'urgence comme des accusations de maltraitance d'enfants. Mais il y a eu des accusations il y a quelque temps. Ils n'ont simplement jamais rien trouvé. Donc, j'imagine qu'ils sont repartis de zéro et je ne sais pas. En plus du témoin oculaire qui avait vu le véhicule argenté démarrer en trombe, les caméras des voisins ont également capté certaines choses autour du moment où Olivia a été signalée disparue. Ils ont filmé Jackie en train de reculer dans l'allée à 6h48 du matin. Ils ont aussi enregistré Howard traversant le jardin d'un voisin au même moment. Ensuite, on voit Howard et Jackie partir ensemble dans le véhicule à 7h15, puis revenir seulement 34 minutes plus tard. C'est à ce moment-là qu'ils se débarrassaient du corps d'Olivia et l'enterraient. Il ne s'est écoulé que 34 minutes avant qu'ils rentrent à la maison. Ensuite, Howard a alerté la police et l'alerte enlèvement a été déclenchée. C'est pourquoi cela n'a été signalé que quelques heures plus tard, car ils étaient occupés à autre chose à ce moment-là. Jackie et Howard ont été arrêtés. Il y avait trop de soupçons contre eux à ce moment-là. Leur histoire ne tenait pas debout. Ils avaient l'air coupables. Ainsi, le 3 novembre 2021, Jackie,
a plaidé coupable pour un chef de meurtre au second degré, un chef de maltraitance envers un enfant de moins de 6 ans et 2 chefs d'entrave à l'enquête concernant la mort d'Olivia. Le 20 décembre 2021, Jackie a été condamné à 31 ans de prison pour son rôle dans les mauvais traitements et la mort d'Olivia. Dans son accord de plaidoyer, Jackie a accepté de témoigner contre Howard. Le 25 mars 2020, Howard a été inculpé de meurtre au second degré, de maltraitance envers un enfant, de 3 chefs d'agression aggravés sur un enfant, de 3 chefs de mise en danger aggravés d'un enfant et d'entrave à l'action de la justice. Howard Johnson a été condamné à 29 ans de prison. Au départ, il était accusé de meurtre au premier degré, mais l'accusation a été réduite au second degré lorsqu'il a accepté un accord de plaidoyer. Je ne suis pas sûr du contenu de l'accord de plaidoyer. Lors des audiences au palais de justice du comté de Wyandotte, certains membres de la famille d'Olivia ont lu à voix haute des déclarations sur l'impact du crime. À un moment donné, ils ont même dû évacuer la salle d'audience parce que l'émotion était devenue trop forte. La grand-mère d'Olivia Jensen, Vicky Sanden, a dit ceci à propos d'Olivia pendant l'audience. « Je veux juste que chacun se souvienne d'elle comme elle était, un bébé précieux. Elle était heureuse et pleine de joie. Je demande simplement à tout le monde de se souvenir d'elle pour qui elle est, et non des personnes qui lui ont enlevé la vie. C'est exactement comme cela que nous devons nous souvenir de ces victimes. » Un immense mémorial où la communauté a laissé des bougies, des fleurs, des ballons et des peluches est apparu de l'autre côté de la rue, là où le corps d'Olivia avait été retrouvé. Il y a également eu une grande veillée organisée en mémoire d'Olivia. Ses funérailles ont eu lieu le vendredi 17 juillet 2020 au cimetière Maple Hill. Tu ne peux pas être avec des gars comme moi. Tu ne sauras jamais, ma chère. À quel point je t'aime. S'il te plaît, ne m'enlève pas mon rayon de soleil. Et même sa mère a pu assister virtuellement depuis la prison. La façon exacte dont Olivia est morte ce jour-là n'a jamais été révélée, à part le fait qu'il s'agissait d'un traumatisme dû à un corps contondant, car elle avait une hémorragie cérébrale. Olivia était une petite fille si douce et aimante que sa mère et ses grands-parents adoraient. Elle manque à beaucoup de personnes. On dirait qu'on le voit sur cette photo quand Jackie et Olivia sont ensemble. Regardez le sommet de la tête d'Olivia, on dirait qu'il y a un gros bleu. Je ne suis pas sûre, c'est peut-être l'éclairage, mais c'est la seule photo où elles sont ensemble. S'il te plaît, ne m'enlève pas mon rayon de soleil. Ces 3 proches ont été arrêtés à l'aéroport de Gatwick mercredi soir après avoir passé 35 jours au Pakistan, alors qu'ils avaient quitté le Royaume-Uni un jour avant que le corps de Sarah ne soit découvert. Le tribunal a entendu que le corps avait été retrouvé sur la couchette du bas d'un lit sous une couverture dans une chambre à l'étage de sa maison. Sarah Sharif est née le 11 janvier 2013 à Slough, dans le Berkshire, de son père, Irfan Sharif, et de sa mère, Olga Domin, née en Pologne. On disait de Sarah qu'elle était une petite fille très attentionnée et sûre d'elle, qui avait le plus grand des sourires. Elle débordait d'énergie et pouvait parler pendant des heures à toute personne qui voulait bien l'écouter. La couleur préférée de Sarah était le rose et son plat préféré était le biryani au poulet. Elle adorait jouer de la guitare, chanter et danser et parlait souvent de son rêve de gagner l'émission télévisée X Factor. Le père de Sarah, Irfan, avait déménagé au Royaume-Uni depuis le Pakistan en 2001 pour étudier. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré la mère de Sarah, qui parlait très peu anglais. Les deux se sont rencontrés en ligne en 2009, puis se sont mariés quelques mois plus tard. En 2010, le couple a eu un fils ensemble avant que Sarah ne naisse 3 ans plus tard. Avant la naissance de Sarah, la famille était déjà connue de la police et des services de protection de l'enfance. Et à cause de cela, au moment de sa naissance, un plan de protection de l'enfance a été immédiatement mis en place. La police était intervenue auprès de la famille à 4 reprises entre 2010 et 2012. Il y avait des inquiétudes croissantes concernant la violence et la négligence au sein du foyer, y compris envers le frère aîné de Sarah. De plus, le père de Sarah, Irfan, avait été accusé d'avoir agressé 3 femmes, dont Olga, ainsi que d'avoir frappé et mordu des enfants. 2 de ses anciennes petites amies l'avaient déjà accusé de séquestration en 2007 et en 2009. En 2010, l'un des frères et sœurs aînés de Sarah, qui avait 3 ans à l'époque, a été retrouvé errant seul dans un magasin.
Plus tard cette année-là, le père de Sarah, Irfan, a été arrêté pour avoir agressé la mère de Sarah, Olga, et l'un des enfants avait été blessé pendant l'agression. Puis en 2012, l'un de ses frères et sœurs a dit à son professeur que papa l'avait frappé. L'année suivante, ce même enfant a dit que maman l'avait frappé. Cet enfant avait également une marque de brûlure et a de nouveau été retrouvé errant seul en public à environ 1 kilomètre de la maison familiale. En décembre 2012, juste un mois avant la naissance de Sarah, la famille aurait vécu dans un refuge pour sans-abri. Avant cela, ils vivaient dans un appartement loué d'une chambre où toute la famille partageait un lit. Le reste de la maison n'était pas meublé et les enfants avaient peu de jouets adaptés à leur âge. Puis, en 2013, une assistante sociale remarqua une brûlure sur la jambe de l'un des frères et sœurs de Sarah, et cela fut expliqué comme un accident de barbecue. 5 mois plus tard, l'enfant fut de nouveau vu avec une brûlure, et les parents expliquèrent encore qu'il s'agissait d'un accident. L'enfant serait simplement tombé sur un fer à repasser. Lorsque Sarah eut presque 2 ans, en novembre 2014, elle fut placée en famille d'accueil. Cela faisait suite aux déclarations de son frère, qui affirmait avoir été frappé par son père et mordu très violemment par sa mère. À ce moment-là, les familles d'accueil remarquèrent ce qui semblait être des brûlures de cigarettes sur Sarah et son frère. Leur père disait simplement que c'était des cicatrices de varicelle. Lors d'une audience pour une ordonnance de protection d'urgence qui a eu lieu ce mois-là, il a été rapporté que le frère de Sarah était visiblement bouleversé et tremblait lorsque Olga est venue le chercher. L'enfant a dit « Je ne veux pas rentrer à la maison, maman frappe ». Les travailleurs sociaux ont aussi décrit Sarah comme très petite, mangeant peu et ne réagissant pas lorsqu'on la portait, sans serrer les jambes autour de l'adulte. À la fin de 2014, Sarah et l'un de ses frères furent confiés à la garde de leurs parents. L'année suivante, Sarah fut de nouveau placée brièvement en famille d'accueil. Cette fois, après que sa mère Olga ait fui le domicile familial et allégué des violences conjugales. Selon Olga, son mari avait serré une ceinture autour de son cou. Olga déclara aussi que par le passé, Irfan avait tenté de la brûler vive en lui versant de l'huile sur tout le corps. À un moment donné, il l'a même enfermée dans une pièce de leur maison pendant toute une journée avant que la police n'arrive et ne la libère. Une fois qu'Olga avait enfin quitté Irfan, Sarah et son frère ont commencé à vivre avec leur mère dans un foyer pour femmes. Son père ne pouvait la voir que lors de visites surveillées. Cependant, ces visites ne se passaient pas très bien et lors de l'une d'elles, Irfan s'est approché de Sarah qui s'est mise à lui crier de s'en aller. Sarah sursautait aussi chaque fois qu'Irfan la réprimandait, mais de façon surprenante, elle l'a également enlacée lors d'une visite. Les années suivantes, Sarah a vécu avec sa mère et un temps, les choses semblaient en plus calmes. Mais à Pâques 2019, Irfan a affirmé que Sarah lui avait dit qu'Olga avait été violente envers elle. Il a même enregistré Sarah sur son téléphone, disant qu'Olga l'avait pincée et giflée. Mais ce n'est pas clair. On ne sait pas si le père l'a simplement encouragée à dire ces choses ou non. Les services sociaux allaient alors de nouveau s'impliquer dans la vie de Sarah et déterminer avec qui elle allait vivre. Et malgré les antécédents de violence d'Irfan, une assistante sociale allait décider que Sarah et son autre frère ou sœur devaient aller vivre avec lui et leur nouvelle belle-mère. Avant qu'Irfan ne se sépare officiellement de la mère de Sarah en 2014, il avait rencontré une autre femme nommée Banish Batul, qui était cliente de son entreprise de taxi. Plus tard, ils s'étaient mariés. Banish avait elle-même un passé assez mouvementé et lorsqu'elle a rencontré Irfan, elle était en fait mariée à un homme au Pakistan et à un autre à Luton. La vie amoureuse compliquée de Banish était devenue plus facile à gérer en mars 2015 lorsqu'un de ses maris avait été arrêté et envoyé en prison. Pour son rôle dans la contrebande de près de 200 000 livres sterling d'héroïne au Royaume-Uni depuis le Pakistan. Elle allait elle aussi avoir des ennuis avec la justice le mois suivant, en avril 2015, après avoir volé des bijoux en or à une amie chez qui elle logeait. Cela valait environ 411 livres sterling, soit à peu près 521 $ américains. Banish avait même acheté des bijoux de contrefaçon qu'elle avait essayé de faire passer pour les originaux. Elle a fini par admettre le vol et la fraude par fausse déclaration et a été libérée sous condition. Elle a ensuite emménagé avec Irfan, dont la relation avec Olga avait commencé à se détériorer une fois qu'ils vivaient ensemble. Elle s'est vite retrouvée enceinte. Le couple finira par avoir 4 enfants ensemble. Mais cela l'a mise dans une situation très embarrassante, puisqu'elle était encore mariée à 2 autres hommes et ne l'avait pas dit à Irfan. Alors, Banish a inventé une histoire en disant à son ex qui était en prison
qu'elle était enceinte de jumeaux. Elle a ensuite dit à Irfan qu'elle avait déjà eu les jumeaux avec son ex, qui était en prison. Elle a expliqué qu'elle devait lui rendre visite en prison pour discuter de la garde de leurs enfants. Irfan dira plus tard qu'elle lui avait même montré de fausses photos de ses soi-disant enfants qu'elle avait et qu'elle leur envoyait même des cartes d'anniversaire et des cadeaux chaque année. En 2017, le mari de Banish, qui était en prison, a été expulsé vers le Pakistan pour y purger le reste de sa peine. Pendant ce temps, son premier mari était revenu au Royaume-Uni avec un visa de conjoint après qu'ils aient réussi à enregistrer leur mariage. D'une manière ou d'une autre, elle a réussi à lui cacher sa nouvelle relation et sa nouvelle situation de vie. Parce qu'en 2018, elle et Irfan s'étaient mariés lors d'une cérémonie civile dans le Surrey. Finalement, cependant, son premier mari a découvert sa tromperie et il est retourné au Pakistan le cœur brisé en 2019. Puis, en 2022, Irfan a également découvert la tromperie de Banish concernant ses jumeaux. Cela est arrivé après qu'il ait découvert une lettre de son ex exigeant de voir des preuves que ses enfants existaient réellement. Mais il a finalement décidé de rester avec elle. Le juge qui avait décidé que Sarah et son frère devaient retourner chez Irfan était le même que celui qui avait participé aux audiences précédentes de 2013 à 2015, ce qui signifie qu'il était au courant de toutes les allégations précédentes portées contre Irfan. Désormais, la mère de Sarah avait consenti à cet arrangement et elle ne devait voir ses enfants que 2 heures chaque samedi, ces visites étant supervisées par leur belle-mère. Les services sociaux savaient qu'Irfan avait déjà été violent, mais ils pensaient que maintenant qu'il s'était remarié, il était en train de changer. Finalement, cependant, Banish et Irfan allaient empêcher Sarah de voir sa mère, Olga, une fois qu'elle serait retournée chez son père. Irfan et sa nouvelle épouse vivaient dans un petit appartement au rez-de-chaussée à West Byfleet, et Sarah a commencé à aller à l'école locale, l'école primaire Sainte-Marie. Mais il était clair pour ceux qui les entouraient que les choses n'allaient pas très bien à la maison. Une voisine de l'étage supérieur, nommée Rebecca Spencer, les a décrits comme une famille cauchemardesque. Elle a dit qu'elle entendait très fréquemment des coups et des bruits de cliquetis venant de chez eux. Un bruit métallique, comme si quelqu'un frappait et forçait une porte récalcitrante. Ces bruits étaient très souvent suivis de cris qui semblaient venir d'un enfant, et peu après, tout retombait dans un silence de mort. Une fois, quand le vacarme était devenu extrêmement fort, la voisine est allée voir à côté pour s'assurer que tout allait bien. Banish lui a dit « oui, oui » avant de lui claquer la porte au nez. Une autre voisine affirmait qu'elle entendait fréquemment des cris et des claquements, suivis des hurlements déchirants d'une fillette. Elle entendait aussi Banish jurer contre les enfants et les traiter de tous les noms. La voisine a dit que le seul moment où la maison était calme, c'était lorsque la famille partait en vacances. De plus, selon cette voisine, les cris et hurlements avaient principalement lieu pendant qu'Irfan était au travail. Elle a affirmé qu'elle n'avait jamais entendu de voix masculine être violente envers les enfants. Mais aucun de ses voisins n'avait jamais été suffisamment inquiet pour contacter la police ou les services côtiers sociaux. En décembre 2020, Banish a envoyé à sa sœur des photos de Sarah avec des ecchymoses clairement visibles sur ses bras et son visage. Et au cours des 2 années suivantes, elle continuerait d'envoyer à sa sœur des messages textes extrêmement préoccupants au sujet du mauvais traitement infligé à Sarah à la maison. Elle disait qu'Irfan avait laissé Sarah couverte d'ecchymoses et qu'une fois, elle avait eu tellement de peine pour la petite fille parce qu'elle ne pouvait pas marcher. Elle a également affirmé qu'une nuit, Irfan avait gardé Sarah éveillée toute la nuit, la forçant à faire des abdos. Banish a également détaillé dans ses messages à sa sœur comment son mari devenait fou, renversant du thé chaud dans le salon, cassant des cadres photos et abîmant les rideaux. Dans un message, elle a même dit qu'elle avait dû pousser Irfan pour qu'il ne fasse pas de mal à Sarah. Mais une fois de plus, ni Banish ni sa sœur n'ont contacté la police ou les services sociaux pour signaler un autre incident. Le 8 mai 2021, dans une série de messages, Banish a écrit à sa sœur en disant « Irfan devient fou. Je fais un peu une crise de panique. Il va vraiment lui casser le bras ou la jambe. Je ne sais pas quoi faire. Je suis dans l'autre pièce. Il nous empêche d'entrer. » Sa sœur lui a simplement répondu en lui disant de ne pas s'inquiéter et de simplement lire le Coran dans un message qu'elle avait envoyé à sa sœur le 10 février 2027. Banish a dit qu'Irfan avait blessé sa fille au milieu de la nuit, à 1h30 du matin alors que Sarah dormait encore. Apparemment, elle avait eu un mauvais comportement depuis un certain temps.
Et tout à coup, il s'est énervé à ce sujet au milieu de la nuit et l'a attaqué. Banish disait aussi à sa famille que Sarah était harcelée à l'école. Son enseignante disait aussi qu'elle se souvenait que Sarah n'avait pas beaucoup de facilité à garder des amis. Vers juin 2022, Sarah a été forcée de commencer à porter un hijab, même si personne d'autre dans sa famille n'en portait. Plusieurs personnes ont trouvé cela étrange, sans jamais le remettre en question, et ce, à plusieurs reprises. Sarah tirait même son hijab pour cacher son visage si elle ne voulait pas parler ou si on la réprimandait, même si le hijab couvrait déjà la majeure partie de son visage. En mars 2023, sa professeure a commencé à remarquer des ecchymoses sur son visage. Le 10 mars, elle a vu une ecchymose sombre sous son menton, ainsi que sous son œil, sur sa joue. Sarah disait qu'elle était tombée en faisant du roller, mais son récit était incohérent. Elle disait à son amie qu'elle était tombée de son vélo. La même amie a dit que beaucoup des blessures de Sarah étaient souvent difficiles à voir parce qu'elle portait tous les jours des pantalons et des chemises à manches longues. De plus, cette amie était allée jouer chez Sarah une fois et avait vu des verrous sur toutes les portes des chambres. L'école de Sarah a également noté que Banish était très agressive verbalement envers les enfants lorsqu'elle les déposait à l'école. Cela a poussé les responsables de l'école de Sarah à s'inquiéter et ils ont contacté les services sociaux et pour la 3e fois, les services de protection de l'enfance sont intervenus dans la vie de Sarah. Cependant, après une enquête de 6 jours, le conseil a informé l'école qu'aucune autre mesure ne serait prise, mais a demandé à l'école de surveiller la situation. Ce que je ne comprends pas, parce que si vous n'agissez pas maintenant, qu'est-ce qu'ils pourraient encore voir qui vous pousserait à agir? Cela alors même qu'ils connaissaient le long historique d'accusations que la famille avait contre eux. Puis, le 28 mars, Sarah est de nouveau allée à l'école avec un bleu sur le visage. Selon sa belle-mère, cette blessure avait été causée par un stylo. Le mois suivant, la famille a quitté le petit appartement avec 2 chambres du conseil pour emménager dans une maison jumelée plus grande à Woking, également propriété du conseil du comté de Surrey. Faisal Malik, l'oncle de Sarah, vivait avec la famille depuis environ 4 mois à ce moment-là, et il a également emménagé dans la nouvelle maison avec eux. À partir de ce moment-là, Sarah n'est jamais retournée à l'école. Son père a envoyé un email à son école, Sainte-Marie, disant qu'elle était désormais instruite à la maison par sa belle-mère. C'était parce qu'elle était victime d'intimidation à cause de son hijab. Mais la seule raison pour laquelle on l'obligeait à porter le hijab au départ, c'était pour cacher tous les bleus qu'elle avait sur elle. Les nouveaux voisins de la famille disaient qu'ils avaient l'impression que Sarah était traitée un peu comme une servante. Parce qu'on la voyait faire des tâches comme étendre le linge dehors et surveiller les autres enfants, un voisin a dit qu'il n'avait jamais vu la fille sourire, courir, rire ou jouer avec les autres enfants dehors. À ce stade, les choses avaient commencé à empirer encore plus pour Sarah. Et le 25 mai 2023, Banish a envoyé un SMS à sa sœur dans lequel elle disait qu'Irfan avait frappé sa fille comme un fou. Le taux d'oxygène de Sarah était vraiment très bas. Elle avait du mal à rester éveillée et sa respiration était très rapide. En fait, la situation était devenue si terrible que Sarah vomissait souvent et était obligée de porter une couche parce qu'elle se salissait constamment. Pourtant, ils ne l'ont jamais emmenée à l'hôpital. Puis, un après-midi d'août, une voisine dont le jardin donnait sur la maison des Sharif a entendu un cri perçant qui s'est soudainement interrompu. D'après elle, cela ressemblait au cri de quelqu'un qui souffre et ça n'augurait rien de bon. Le 6 août 2023, Sarah a été filmée à la maison par sa belle-mère en train de danser devant la télévision et elle avait l'air d'aller bien. Plus tard dans la journée, selon Banish, le père de la fillette lui avait encore fait du mal. 2 jours plus tard, le corps de Sarah n'en pouvait plus et son état a commencé à se dégrader visiblement. Son père pensait qu'elle simulait et la frappait à l'estomac avec une barre en métal. Plus tard dans la même nuit, le frère de Sarah a envoyé un message à un ami disant « Bonjour, c'est urgent, ma sœur vient de décéder ». Puis, dans la matinée du 10 août 2023, peu avant 3 heures du matin, la police a reçu un appel téléphonique d'Irfan. Il leur a dit qu'il trouverait sa fille Sarah morte dans leur maison à Surrey. Il leur a également dit qu'il avait fui et qu'il se trouvait maintenant au Pakistan. Irfan a affirmé que Sarah avait été désobéissante au cours des 3 à 4 dernières semaines et qu'il l'avait simplement punie légalement, mais cela avait entraîné sa mort. Après l'arrivée des autorités au domicile, elles ont découvert le corps de la petite Sarah sous une couverture sur son lit superposé.
Un médecin légiste a ensuite déterminé que Sarah avait plus de 25 fractures différentes à divers endroits de son corps, dont 10 à la colonne vertébrale. Elle avait également une blessure extrêmement rare au niveau de l'os hyoïde dans son cou. Le médecin n'avait jamais vu cela auparavant chez un enfant. Sarah présentait aussi des saignements cérébraux, une brûlure de fer à repasser, une brûlure d'eau bouillante et des marques ressemblant à des morsures humaines. Ces blessures étaient étendues et avaient été subies sur une longue période. La cause de son décès a été attribuée à des complications résultant de multiples blessures et de négligence. Une note manuscrite de 3 pages a également été trouvée sous l'oreiller de Sarah, écrite par son père, et disait « Celui qui trouve cette note, c'est moi, Irfan Sharif, qui ai tué ma fille en la battant. Je m'enfuis parce que j'ai peur, mais je promets que je me rendrai et que j'accepterai ma punition. Je jure devant Dieu que mon intention n'était pas de la tuer, mais j'ai perdu le contrôle. Il était également écrit « Je t'aime, Sarah ». Des traces de sang de la petite fille ont été retrouvées sur le sol de la cuisine, un aspirateur, un rouleau à pâtisserie et une batte de cricket. Une perquisition de la police au domicile familial a également permis de découvrir des cagoules artisanales fabriquées à partir de sacs en plastique et de rubans adhésifs qui avaient été conçus pour retenir Sarah. Ces cagoules avaient été retrouvées dans une poubelle, posée sur l'uniforme de McDonald's de l'oncle de Sarah. Une ceinture avec son ADN a aussi été retrouvée dans une cabane pour enfants du jardin. Dans le jardin se trouvait également le legging souillé de Sarah et sa couche, posé à côté d'un nettoyeur haute pression, comme si son corps avait été emmené là-bas et lavé au jet. Lorsque la police a trouvé le corps de la fillette, elle était seule dans la maison. C'est parce que la veille, des billets avaient été achetés pour Irfan, sa femme et son frère. Ils avaient ensuite pris un vol pour le Pakistan. Avec eux, ils avaient emmené les 5 autres enfants d'Irfan et Banish, âgés de 1 à 13 ans. La recherche des 3 adultes et des 5 enfants au Pakistan a donc commencé. La police de Jhelum, où vivaient les proches d'Irfan, a perquisitionné 20 propriétés à la recherche des fugitifs. Ils ont également détenu dans un lieu inconnu les 2 frères d'Irfan et un beau-frère qui vivait dans le pays, afin de tenter de forcer leurs proches recherchés à sortir de leur cachette. Le père d'Irfan et le grand-père de Sarah, Mohamed Sharif, a déclaré qu'il avait vu son fils pour la première fois à son arrivée au Pakistan. Mais il a ensuite changé sa version et a déclaré qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Le grand-père de Sarah a affirmé qu'il croyait que la mort de sa petite fille n'était qu'un accident et il a exhorté son fils à se rendre à la police afin qu'il puisse défendre sa cause légalement. Mohamed a également affirmé que la police harcelait sa famille. Mohamed lui-même a ensuite été placé en garde à vue par la police dans le but de localiser les fugitifs. 10 membres de la famille ont finalement été placés en garde à vue et interrogés par la police. Puis, un peu plus d'une semaine après que la police ait découvert le corps de Sarah, sa belle-mère, Banish, et son père, Irfan, sont apparus dans une vidéo où ils étaient assis côte à côte et Banish a lu une déclaration écrite. Avec Irfan Sharif et le président Shahzad Malik, nous nous présentons et nous nous exprimons. Je voudrais dire quelques mots. Tout d'abord, j'aimerais parler de Sarah. La mort de Sarah a été un accident. Notre famille au Pakistan est gravement affectée par tout ce qui se passe. Ils harcèlent ma famille élargie. Ils ont également perquisitionné illégalement chez plusieurs autres membres de ma famille. Nous avons déjà contacté notre avocate et elle nous représente à la haute cour de Rawalpindi. La prochaine audience est prévue pour le 19 septembre 2023. Ma principale préoccupation est que la police pakistanaise nous torture ou nous tue. C'est pourquoi nous nous sommes cachés. Nous sommes prêtes à coopérer avec les autorités britanniques et à défendre notre cause au tribunal. Le frère d'Irfan, Irman, avait affirmé que Sarah était tombée dans les escaliers et s'était brisé le cou, entraînant sa mort. Cela s'est produit alors que Banish était seule avec les enfants à la maison. Mais dans la vidéo, c'est quelque chose qu'elle a nié et elle a dit que les médias inventaient simplement des mensonges sur sa famille. La police de Surrey a indiqué que la vidéo était importante pour leur enquête et collaborer avec des partenaires internationaux comme Interpol pour décider des prochaines étapes. Puis, le 11 septembre 2023, les autres frères et sœurs de Sarah ont finalement été retrouvés par la police. Ils avaient été découverts dans la maison de leur grand-père Muhammad au Pakistan. Ils cachaient les enfants là-bas, sans qu'on sache depuis quand. Mohamed a déclaré aux autorités qu'il avait rencontré Irfan, Banish et Fasil le premier jour de leur arrivée au Pakistan, et c'est à ce moment-là qu'il avait pris les enfants. À leur arrivée, les 3 adultes ont dit à Mohamed qu'ils avaient fui le Royaume-Uni par peur. Le grand-père leur a proposé de rester avec lui s'ils le voulaient.
Il a dit qu'il n'était pas resté chez lui et qu'il n'avait pas eu de nouvelles d'eux depuis environ 3 jours. La police, en revanche, pensait que les 3 suspects étaient effectivement restés chez Mohamed pendant au moins un certain temps. Mohamed assurait aussi que la police ne l'avait jamais interrogé sur les enfants ou leur localisation. Il affirmait que les autorités ne semblaient s'intéresser qu'à l'endroit où se trouvaient leurs parents. Les autorités ont placé les 5 enfants dans un centre d'accueil temporaire pendant que les responsables britanniques organisaient leur retour en sécurité. À l'heure actuelle, les enfants ont été confiés à la garde de leur grand-père et restent au Pakistan. 2 jours après la découverte des enfants, les 3 suspects adultes ont aussi été localisés. Ils ont été arrêtés à l'aéroport de Londres Gatwick alors qu'ils descendaient d'un vol en provenance de Sialkot via Dubaï. Oui, c'est le cas. Est-ce que ça va si on échange? Non, c'est moi qui... Ah ouais. Non, c'est moi, je suis là pour ça. Lequel est ton sac? Je ne connais personne. Tu n'as pas de sac, regarde. S'il te plaît. On va regarder au-dessus. Ne dis pas que c'est... pour... Je t'expliquerai plus dehors, d'accord? Je vais t'expliquer. Tiens-le bien, Mala. Oui, pouvez-vous juste me confirmer votre nom, s'il vous plaît, monsieur? Oui. Nous venons de Sharif. Sharif. Oui, ouais. Donc, il est 19h47. Le corps de Sarah Sharif a été découvert le 10 août 2023 au 6, chemin Caman, à Orsal. Concernant les blessures qu'elle a subies, une enquête a été menée. Vous êtes soupçonné de son meurtre. Vous êtes donc arrêté pour le meurtre de Sarah Sharif. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais cela pourrait nuire à votre défense si vous ne mentionnez pas, lors de l'interrogatoire, un fait sur lequel vous compteriez vous appuyer plus tard au tribunal. Tout ce que vous direz pourra être retenu comme preuve. Vous êtes arrêté pour le meurtre de Sarah Sharif. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais cela pourrait nuire à votre défense si vous ne mentionnez pas, lors de l'interrogatoire, un fait sur lequel vous compteriez vous appuyer plus tard au tribunal. D'après les blessures qu'elle a subies et l'enquête menée, vous êtes suspecté de son meurtre. S'il vous plaît, ne dites pas que c'est ce que j'espérais. Les 3 ont été inculpés de meurtre et d'avoir causé ou permis la mort d'un enfant. Pouvez-vous vous présenter? Que voulez-vous? Je m'appelle Binish Batoul. Et vous allez être interrogé pour l'infraction de meurtre. Qu'entendez-vous par meurtre et de cette infraction? Tuer quelqu'un? Oui, d'accord. Donc c'est tuer quelqu'un intentionnellement. D'accord. En termes très simples, c'est l'infraction pour laquelle vous avez été arrêté. Et c'est de cette infraction dont nous allons vous parler. D'accord. Qu'est-il arrivé à Sarah? Sans commentaire. Qu'avez-vous vu? Sans commentaire. C'était le choix de qui de laisser Sarah comme ça? Sans commentaire. Tu sais, Dawn vient de dire, comme tu l'as dit dans la vidéo, que tu veux revenir au Royaume-Uni, laver ton nom devant les tribunaux britanniques. Eh bien, nous y sommes. C'est le début du processus. Pourquoi refuses-tu de nous parler maintenant? Pas de commentaire. Qui a fait ça à Sarah? Pas de commentaire. Est-ce que tu aimes Sarah? Pas de commentaire. Est-ce que tu tenais à elle, au moins? Pas de commentaire. Lorsqu'ils ont été jugés pour le meurtre de Sarah en septembre 2024, son père Irfan continuait, comme il l'avait fait depuis son arrestation, à nier presque tout ce qui s'était passé à la maison. Au lieu de cela, il accusait sa femme de la mort de leur fille. À la barre des témoins, il allait même jusqu'à pleurer pour sa Sarah et l'appelait un bel ange. Bien que le père ait admis avoir déjà giflé sa fille par le passé, il a affirmé que sa mort n'avait rien à voir avec lui. Il a affirmé qu'il n'avait en réalité jamais été présent lorsque sa femme maltraitait Sarah. Mais quand elle est morte dans ses bras, ce qui l'a rendu insensible, comme si le monde entier s'était effondré autour de lui. Selon lui, le 8 août, juste après 19h. Banish l'avait appelé pour qu'il rentre. Il est arrivé environ 45 minutes plus tard et a affirmé avoir trouvé Sarah sur les genoux de sa femme dans la chambre. Selon Banish, Sarah et un autre enfant couraient tôt partout et descendaient les escaliers quand elle est soudainement tombée. La belle-mère a cependant affirmé que Sarah faisait simplement du cinéma. Elle simulait une blessure et restait au sol. Irfan a alors soulevé le bras de Sarah et lui a demandé de se lever, mais elle est restée inerte. Alors il l'a prise des genoux de Banish et lui a tapoté le visage. Le père a affirmé que Sarah avait ouvert un peu les yeux, puis avait demandé de l'eau parce qu'elle avait soif.
mais il n'a pas eu le temps de lui donner de l'eau avant qu'elle ne s'évanouisse de nouveau. Le père a déclaré qu'à ce moment-là, il a crié à sa femme d'appeler une ambulance parce que Sarah ne respirait plus et n'avait plus de pouls. Irfan a commencé à faire un massage cardiaque à sa fille, mais après environ 10 minutes, Banish a serré Irfan dans ses bras et lui a dit « Ça ne sert à rien. Pas besoin, elle est morte. » Il a affirmé avoir appelé les services d'urgence lui-même parce que Banish lui avait en fait arraché le téléphone des mains, puis elle lui a dit qu'il devait protéger sa famille. Irfan a dit que le plan initial était que Banish aille rester avec sa famille à Luton pour qu'il puisse appeler la police et dire que Sarah était morte sous sa garde. Banish a passé 30 appels à des membres de la famille, mais aucun n'a voulu aider par peur. Banish a donc dit à Irfan de prendre la responsabilité de la mort de Sarah, affirmant qu'il irait seulement en prison 3 à 5 ans s'il acceptait. Cela l'a alors poussé à écrire la lettre dans laquelle il prenait la responsabilité de la mort de Sarah afin de protéger sa famille. Irfan allait finalement rester au Pakistan pendant 35 jours. Selon lui, il avait toujours eu l'intention de retourner au Royaume-Uni pour recevoir sa punition et protéger sa famille. Il a toutefois affirmé avoir changé d'avis sur l'aveu du meurtre de sa fille après son arrestation et son interrogatoire par la police. Quand ils lui ont parlé de la gravité des blessures de Sarah, il a dit « Je n'arrivais pas à y croire. J'étais juste déchiré. Je pleurais. Pourquoi diable je n'étais pas au courant de ça? Tellement de choses se passaient sous mon nez sans que je sache. » Au tribunal, Irfan allait même jusqu'à désigner sa femme et la traiter de folle et de diabolique. Cependant, lors du contre-interrogatoire minutieux au 7e jour à la barre des témoins, Irfan finirait par craquer. Il a dit à l'accusation qu'il voulait dire quelque chose, puis il a admis que ce qu'il avait précédemment déclaré lors de son appel téléphonique à la police, ainsi que la lettre retrouvée sous l'oreiller de Sarah, était la vérité. Il pensait sincèrement chaque mot de ce qu'il avait dit. Irfan a admis que sa fille était morte à cause de lui. Il a reconnu avoir utilisé une batte de cricket et une barre métallique blanche pour lui causer des fractures. Alors qu'il était assis là, tremblant et en pleurs, Irfan a dit « J'assume l'entière responsabilité de tout ». Cependant, il n'a jamais admis les brûlures ou morsures sur le corps de Sarah. Bien que les marques de morsures n'appartenaient pas au père, l'oncle de Sarah avait également été écarté. Mais sa belle-mère avait refusé de fournir ses empreintes dentaires pour comparaison. L'accusation affirmait que les marques retrouvées sur le corps de Sarah auraient dû être faites par 2 personnes, l'une pour la maintenir et l'autre avec le fer. Son père a nié l'avoir fait. Par conséquent, cela laisse 2 autres adultes. Irfan, cependant, comme un véritable ordure, a essayé de rejeter la faute sur les autres enfants de la maison. Après une brève suspension d'audience, Irfan a décidé qu'il n'allait pas porter la responsabilité de la mort de Sarah, affirmant que même s'il lui avait fait toutes ces choses horribles, il n'avait jamais eu l'intention de la tuer. Ce qui ne veut clairement pas dire que tu n'es pas coupable simplement parce que tu n'avais pas l'intention de faire quelque chose. Franchement. Dans l'un des rares messages adressés à sa femme retrouvés sur le téléphone d'Irfan, il était écrit « Sarah a coupé mes lacets. Toi et elle avez rendu ma vie infernale. Une fois qu'elle sera à la maison, règle-lui son compte avant que je le fasse. » Au cours du procès, il a également été suggéré que la fillette de 10 ans avait été mise en couche comme solution pour la maintenir sous contrôle. Une fois, ses mains et ses pieds avaient déjà été attachés ensemble avec du ruban adhésif d'emballage dont sa belle-mère avait acheté 18 rouleaux dans les semaines précédant sa mort. Un autre détail étrange de l'affaire révélé au tribunal était le fait que la famille venait tout juste d'acheter une sonnette connectée Ring. La sonnette avait été achetée le 11 juillet 2023, mais lorsque la police a fouillé la propriété, elle avait été retirée. Le support était cependant toujours là, fixé à l'extérieur de la maison. Alors, où était-elle passée? Des extraits du cahier de Sarah, âgée de 10 ans, ont aussi été lus à haute voix au tribunal. Dans une lettre non datée, elle disait qu'elle était désolée d'avoir été impolie et terminait en disant « S'il te plaît, pardonne-moi, je suis tellement désolée. » Ensuite, un message d'anniversaire qu'elle avait écrit à son père, Irfan, disait « Je t'aime tellement. Merci de t'occuper de nous le week-end et de nous préparer à manger le week-end. Merci papa, de la part de Sarah. » Un autre extrait disait « Notre famille est la meilleure de la ville. Nous répandons l'amour partout dans le monde. » Le tribunal a entendu que le carnet de Sarah contenait également un conte de fées qu'elle avait écrit à propos d'une princesse nommée Sarah et d'une reine nommée Banish. Elle a décrit Banish comme étant la meilleure, la plus aimante et attentionnée des mères au monde. Un autre passage disait « Ami, ma maman qui est belle et jeune. Papa, mon père qui gagne de l'argent pour nous, afin que nous puissions manger, dormir et avoir un toit. »
Pourtant, ces deux personnes avaient traité cette petite fille de façon absolument horrible pendant au moins les 2 dernières années de sa vie. Irfan Sharif et Banish Batul seraient tous deux reconnus coupables de meurtre. L'oncle de Sarah, Fazil Malik, a été acquitté du meurtre, mais reconnu coupable d'avoir causé ou permis la mort d'un enfant. Irfan et Banish seraient tous deux condamnés à la réclusion à perpétuité, tandis que Fazil a été condamné à 16 ans de prison. Après la mort de Sarah, on a découvert que l'assistante sociale qui avait fourni un rapport au tribunal lorsque son père avait obtenu la garde d'elle et de son frère ou de sa sœur était très inexpérimentée et n'occupait ce poste que depuis 9 mois à ce moment-là. Mais ni le nom de l'assistante sociale ni celui du juge qui a pris cette décision n'ont été communiqués au public. Dans l'ensemble, l'assistante sociale avait conclu que Banish et Irfan étaient capables d'offrir à Sarah sécurité, stabilité, chaleur affective et encadrement. Le conseil du comté de Surrey a depuis déclaré qu'une enquête indépendante sur les professionnels ayant été en contact avec Sarah et sa famille est en cours. Peu de temps après son meurtre, une veillée a été organisée pour Sarah Sharif devant son domicile sur Hammond Road, où les personnes présentes ont allumé des bougies et déposé des fleurs en sa mémoire. L'enseignante de la petite fille dira à son sujet. C'était une petite fille attentionnée, sûre d'elle, avec un sourire adorable et éclatant, qui aimait chanter et danser. Elle a dit que l'école a désormais instauré un prix de chant en sa mémoire. Un banc peint à pois se trouve désormais aussi dans la cour de l'ancienne école de Sarah, avec une plaque dessus où il est écrit « Le banc des amis de Sarah ». La mère de Sarah, Olga, aurait enterré sa fille dans son pays natal, la Pologne. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire de Sarah aujourd'hui. Cette pauvre petite fille a été abandonnée par presque tout le monde dans sa vie. Son père l'a maltraitée, sa mère l'a maltraitée, sa belle-mère l'a maltraitée, même son oncle semblait être impliqué. Et les services de protection de l'enfance n'ont rien fait pour intervenir et empêcher que ces terribles abus sur enfants ne se produisent. Que pensez-vous de cette affaire ? L'élève de l'école primaire Corner a été vu pour la dernière fois vendredi matin en marchant vers un arrêt de bus. Une fouille nocturne dans le quartier du garçon n'a rien donné, mais les équipes étaient déterminées dimanche. Puis, à peine 5 minutes après le début des recherches, le père de Justin a regardé à l'intérieur de sa caravane. Justin Lee Turner est né en Caroline du Sud en 1983 de sa mère, Ellen Pace, et de son père, Victor Turner. Les parents de Justin avaient une relation très toxique et il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps après sa naissance avant qu'ils ne divorcent. Lorsqu'ils se sont séparés, son père, Victor, a obtenu la garde exclusive de son fils, ce qui serait en partie dû au fait qu'Hélène avait commis l'adultère pendant leur mariage. Cependant, il est dit que Victor trompait également sa femme avec une femme qu'il allait ensuite épouser, Pamela Renée Turner. Ainsi, alors que Justin vivait principalement avec son père et sa belle-mère dans leur maison sur Horseshoe Road à Moncks Corner, en Caroline du Sud, sa mère Hélène était toujours autorisée à voir son fils le week-end. Elle lui parlait aussi chaque soir au téléphone avant qu'il n'aille se coucher. Et la dernière fois qu'Hélène a parlé à Justin, c'était dans la nuit du 2 mars 1989. Lors de cet appel, le garçon de 5 ans lui a dit qu'il avait quelque chose de très important à lui dire la prochaine fois qu'elle viendrait le chercher. Mais ensuite, la belle-mère du petit garçon, Pamela, a pris le téléphone de ses mains et ne lui a plus permis de parler à Hélène. Le lendemain même, le 3 mars vers 15h30, Justin a été signalé disparu lorsqu'il n'est pas descendu du bus scolaire. Selon sa belle-mère Pamela, elle surveillait Justin le matin lorsqu'il prenait le bus pour sa demi-journée de maternelle. Ce matin-là, elle était sous la douche, alors le garçon a juste passé la tête et lui a dit qu'il attendrait le bus avec un voisin. Ce n'était qu'à une centaine de mètres de leur maison, et Justin l'avait déjà fait de nombreuses fois auparavant, donc Pamela était à l'aise avec cela. Plus tard, lorsque la belle-mère a attendu le garçon de 5 ans à la descente du bus, il n'était pas là. Selon le chauffeur de bus, Justin n'était même jamais monté dans le bus ce matin-là. On découvrira plus tard que le petit garçon avec qui Justin était censé attendre à l'arrêt de bus ne l'avait pas vu non plus ce matin-là. Les autorités sont allées chez la famille pour chercher le garçon, sans succès. Leur recherche de Justin s'est poursuivie au cours des jours suivants, avec de nombreux agents des forces de l'ordre et des bénévoles venus aider à chercher. Entre-temps, la police a commencé à interroger la mère de Justin, Hélène, car ils pensaient qu'elle pourrait savoir où se trouvait son fils.
Elle était en pleine bataille pour la garde avec le père de Justine, Victor, depuis un certain temps, donc les autorités pensaient qu'elle aurait pu l'emmener. Mais Hélène n'avait aucune idée d'où se trouvait Justine, et elle suppliait la police d'arrêter de l'interroger et de retrouver son fils à la place. Pendant leur recherche pour retrouver Justine, Hélène n'était même pas autorisée à entrer sur la propriété de Victor pour aider aux recherches. C'était parce que Victor et Pamela, tout comme la police, pensaient aussi qu'elle avait quelque chose à voir avec la disparition de son fils. 2 jours après le signalement de la disparition de Justine, la police a de nouveau fouillé la zone autour de son domicile au cas où quelque chose leur aurait échappé. Le père de Justin, Victor, a également participé à cette recherche et une équipe de journalistes le suivait alors qu'il cherchait son fils. Pendant ce temps, Victor s'est approché d'une caravane sur sa propriété pour vérifier si Justine s'y trouvait. En quelques secondes, il a reculé brusquement et a crié « Mon fils est là-dedans !» S'il vous plaît, non, c'est mon... Où est-ce? Où est-ce? Là-dedans. Victor venait juste de trouver le corps de son fils, mais il ne l'a pas serré contre lui, comme je pense que beaucoup de parents l'auraient fait dans cette situation. Au lieu de cela, il s'est éloigné de Justine, sans essayer de le toucher ni de le prendre dans ses bras. Il semblait aussi que Victor n'ait pas versé une seule larme. Bonne journée, à vous aussi, bonne journée. Ne dis pas que c'est ce que je veux. Ce qui rendait cela encore plus étrange, c'est qu'il avait trouvé son fils exceptionnellement vite à l'intérieur du camping-car, comme s'il savait exactement où chercher. Ce camping-car avait déjà été fouillé auparavant, plusieurs fois même. L'endroit exact où Justine a été retrouvée à l'intérieur avait aussi déjà été fouillé. Donc, même si c'était l'endroit parfait pour un enfant de 5 ans pour se cacher et peut-être se perdre, il était assez évident que Justine ne s'était pas mis là tout seul. L'autopsie du garçon a révélé qu'il avait été mort étranglé par un lien. Dans l'un des poings fermés de Justine, les médecins légistes allaient trouver une touffe de poils, mais il a ensuite été déterminé qu'elle appartenait à un animal. L'autopsie a également révélé la présence de nourriture partiellement digérée dans l'estomac de Justine, provenant du dîner familial de la veille, ce qui indique que Justine est probablement décédée peu de temps après. De plus, il a été constaté que le pantalon du petit garçon avait été descendu d'environ un tiers et qu'il avait subi une agression sexuelle avec un objet cylindrique. Le médecin légiste n'a pas pu déterminer si cela avait été fait à Justine avant ou après sa mort. Mais il a été établi que la mort de Justine était un homicide. Un autre élément qui ne collait pas, c'est que lorsque son corps a été retrouvé, il était glacé alors qu'il faisait 27 degrés dehors. Son corps ne montrait pas non plus le niveau de décomposition auquel on aurait pu s'attendre à ce moment-là. Et il y avait des gouttelettes d'eau sur son nez et son front. Par conséquent, les autorités pensèrent que le corps de Justine avait été congelé avant d'être placé dans le camping-car. Or, même s'il a été dit que le camping-car avait déjà été fouillé par les autorités, l'enquêteur qui affirmait l'avoir inspecté 2 jours auparavant dira plus tard qu'il ne s'était pas approché suffisamment de l'endroit précis où le corps de Justine a été retrouvé. Lorsqu'il a passé un test au détecteur de mensonges sur la fouille du camping-car, il a échoué. Cependant, la mère de Victor, la grand-mère de Justine, ainsi qu'une voisine diront également qu'elles avaient dû fouiller le camping-car quelques jours auparavant et n'avaient vu aucun signe de Justine. 2 jours après la découverte du garçon, sa belle-mère Pamela, dernière à l'avoir vu, a été invitée à passer un test au détecteur de mensonges. Durant le test, elle a nié savoir quoi que ce soit sur ce qui était arrivé à son beau-fils. Mais il a été déterminé que Pamela avait menti dans chacune de ses réponses. On a aussi découvert qu'elle prenait du Valium lors de son test. Les enquêteurs ont prévu un second test au détecteur de mensonges pour que Pamela revienne le lendemain. Mais avant que cela ne puisse arriver, le shérif qui dirigeait l'enquête allait informer les médias que Pamela était une suspecte. Suite à cela, elle et son mari, Victor, ont engagé un avocat et ont refusé de coopérer davantage avec les autorités. Le fait que certains des autres bénévoles observaient le père de Justine, Victor, avant qu'il ne découvre le corps de Justine, rendait Victor encore plus suspect. Et ils ont dit qu'il semblait très nerveux. Il se tordait les mains et a même demandé à un policier
quelles seraient les conséquences si quelqu'un avait intentionnellement blessé ou tué le petit garçon. Très étrange. Un mandat de perquisition avait été exécuté au domicile de la famille Turner. En conséquence, la police a saisi une laisse pour chien, des draps, des poils et des fibres. Ils ont aussi trouvé un congélateur dans un remise sur la propriété. Des agents de la police d'État ont commencé une enquête qui a duré toute la journée, relevant les empreintes sur la caravane, fouillant la maison des Turner et essayant d'ouvrir le coffre de l'une des vieilles voitures garées dans la cour. La police scientifique de l'État est sur le coup et nous allons suivre toutes les pistes, d'accord. Les voisins, qui connaissaient Justin Turner, l'ont décrit comme plein de vie et heureux, mais pas du genre à partir avec un inconnu. Les enquêteurs ne spéculaient pas publiquement sur la nature de la mort de Justin Turner. Mais même si la police avait recueilli ces preuves, il n'y aurait pas de nouvelles concernant l'affaire avant un certain temps. Et pendant tout ce temps, le père et la belle-mère de Justin n'ont jamais appelé la police pour obtenir des nouvelles sur son affaire. Puis, environ 9 mois après la mort du petit garçon, sa belle-mère, Pamela, a été arrêtée et inculpée de meurtre. Cela fait suite à une enquête du coroner qui a jugé les preuves suffisantes pour l'inculper. Cependant, selon l'enquêteur principal sur cette affaire, les soi-disant preuves n'étaient que des rumeurs et aucune d'entre elles n'a été confirmée. Par conséquent, ces accusations contre Pamela finiraient par être abandonnées en raison de preuves insuffisantes. Il a également été déterminé que les preuves d'ADN et d'empreintes digitales qui avaient été précédemment recueillies sur les lieux étaient insuffisantes car elles avaient été collectées sur la propriété de la famille et avaient donc toute légitimité à s'y trouver. Lorsque ces accusations contre la belle-mère de Justin, Pamela, ont été abandonnées, les procureurs l'ont fait avec la stipulation que si de nouvelles preuves venaient à apparaître, elles pourraient être à nouveau inculpées. Lors de l'enquête, certains membres de la famille de Pamela avaient témoigné. Et ils ont dit qu'elle avait ri en regardant les informations sur la disparition de Justin et son meurtre ultérieur. Elle a aussi dit que les détectives étaient très stupides. On dit aussi qu'à un moment donné, elle a affirmé qu'il y avait eu une grosse dispute entre elle et son beau-fils Justin. Cela s'est produit peu de temps avant sa mort, et elle a affirmé qu'elle avait gagné. En plus de tout cela, la propre mère de Victor a dit qu'il était possible que le corps de Justin ait été caché dans des écuries près de chez eux, avant d'être retrouvé dans le camping-car. Elle a dit qu'elle en avait aussi la preuve, parce qu'ils traînaient tous dans les écuries peu de temps après la disparition de Justin. Et dans la terre là-bas, ils ont vu une empreinte qui ressemblait à celle du corps d'un enfant. La propre sœur de Pamela a également confirmé cette information. Maintenant, même s'il semble assez évident que Pamela et Victor sont responsables de la mort du petit garçon, un autre jeune garçon s'est manifesté en disant qu'il avait vu quelque chose peu de temps après la disparition de Justin. L'enfant a dit à sa mère qu'il avait vu Justin marcher dans sa rue ce matin-là. Puis il a soudainement vu un homme se lever derrière un grand tas de terre et lui demander de venir vers lui. Il semblait que Justin connaissait cet homme. Cet homme a alors mis sa main sur la bouche de Justin et l'a tiré dans un véhicule compact gris terne. Le garçon a également donné une description de l'homme, disant qu'il mesurait moins d'1,88 m, pesait environ 68 kg et avait des cheveux noirs en brosse. Il a même dessiné une image de ce qu'il avait vu. Quand cet enfant a raconté cela à ses parents, ils l'ont emmené à l'hôpital universitaire pour voir plusieurs psychologues. Ils ont finalement estimé que le garçon inventait cette histoire après avoir trop entendu d'informations. Ces informations ont également été transmises à la police, qui a effectué une brève recherche de l'homme, mais n'a trouvé personne correspondant à la description. Les autorités n'ont pas non plus parlé directement à l'enfant à ce moment-là. Un témoin surprise présenté aux enquêteurs du shérif du comté de Berkeley par l'avocat des parents de la victime de strangulation Justin Turner n'a peut-être rien vu du tout. Le lieutenant Sidney Rinn, enquêteur du shérif de Berkeley, affirme que le camarade de maternelle de Justin a inventé avoir vu Justin le matin. Il a été influencé par les reportages vus et ce qu'il avait entendu sur le meurtre. D'autres disent « Il imagine certaines choses. Cela a pu arriver simplement parce qu'il écoute d'autres dire ce genre de choses, ce qui semble être le cas. » Il lui parlerait 2 ans après le meurtre de Justin. Cependant, et selon la mère de l'enfant, il craignait pour sa vie après qu'il ait révélé ces informations, car ils avaient reçu plusieurs appels anonymes le menaçant pour qu'il arrête de parler. Même le détective, qui a parlé avec l'enfant à ce moment-là, a dit qu'il était évident qu'il avait vu quelque chose et qu'il souffrait d'une forme de traumatisme. Sa mère a affirmé que dans les 2 années qui ont suivi l'enlèvement de Justin,
Le petit garçon venait tout juste de commencer à surmonter sa peur de sortir seul. La mère a également déclaré que l'histoire du petit garçon était toujours restée la même. Cette fois, les détectives ont cru le petit garçon. Cependant, ils ne pensaient pas qu'il serait capable de témoigner au tribunal, et donc cette piste a de nouveau été perdue et n'a pas été approfondie. L'ami de Justin, qui vivait à proximité à l'époque et qui s'appelait aussi Justin, dira qu'il s'en souvenait. Dans les quelques jours précédant la disparition de son ami, il semblait très nerveux. Le petit garçon avait dit à son ami qu'il n'était pas censé sortir de la cour de sa famille, sinon il aurait des ennuis. Ce qui était étrange, car il était toujours allé chez son ami auparavant, sans aucun problème. La famille de Justin n'abandonnait cependant pas son combat pour la justice. Malheureusement, en décembre 2004, sa mère, Hélène, est décédée d'une cirrhose du foie. Après cela, l'une des cousines de Justin, Amy, qui n'avait que 8 ans au moment de sa mort, a continué à se battre pour lui, allant même jusqu'à créer un groupe sur Facebook intitulé Justice pour Justin Lee Turner. Je me suis réveillé l'autre matin, le 3 mars, et j'ai vu une photo de Justin sur le mur de mon bureau. Et tous les souvenirs me sont revenus. Pour Russell Pace, ce sont de douloureux souvenirs liés au meurtre de son beau-fils Justin Turner. Pace était marié à la mère biologique de Turner jusqu'à sa mort en 2004. Le 3 mars 1989, l'élève de maternelle a disparu de son domicile sur Horseshoe Road à Moncks Corner. Ce fut une journée mouvementée. Ma femme et moi étions au travail quand nous avons reçu un appel disant que Justin avait disparu. Ce furent 2 jours d'enfer jusqu'à ce qu'il le retrouve. C'est juste difficile de croire que la personne qui a fait ça puisse vivre sa vie pendant 25 ans. Et savoir et penser qu'ils s'en sont sortis, c'est ahurissant. Aujourd'hui, le terrain où le corps de Justin Turner a été retrouvé est un terrain vague. Mais Pace dit que la mémoire de son beau-fils vivra pour toujours et qu'il n'abandonnera pas tant que son meurtrier ne sera pas arrêté et condamné. J'ai promis à ma femme avant qu'elle ne décède que nous continuerions, que je poursuivrais le combat. Elle m'a dit de ne pas abandonner, de garder ça dans l'actualité, juste, tu sais, de mener le combat pour elle, c'était l'une de ses dernières volontés. Puis, en janvier 2024, il y a eu une avancée dans l'affaire. Et le père de Justin, Victor, ainsi que sa belle-mère, Pamela, qui avait maintenant changé son nom en Megan, ont été arrêtés et inculpés du meurtre de Justin. Cela était le résultat des avancées de la technologie médico-légale depuis la mort du petit garçon, des décennies plus tôt. C'est un jour incroyable. C'est un jour que beaucoup de personnes qui nous ont quittés attendaient. Et beaucoup de personnes qui sont ici aujourd'hui. 34 ans, c'est long. C'est long. Mais si certains d'entre vous s'en souviennent, comme la plupart d'entre vous, Justin Turner a été déclaré disparu le 3 mars 1989 à 15h12 de son domicile ici, dans le comté de Berkeley. Les shérifs adjoints sont arrivés. James Gathers, premier shérif adjoint sur les lieux, a demandé de l'aide et a reçu le soutien d'autres shérifs adjoints ainsi que des membres de l'équipe de secours, du DNR, du SLED et des pompiers qui se sont rassemblés dans la zone pour rechercher Justin. Il avait 5 ans à l'époque. Justin n'est pas venu à l'école ce matin-là. Il n'est jamais monté dans le bus. Il n'est jamais arrivé à l'école. C'est parce qu'il avait été assassiné. Et il avait été assassiné par sa belle-mère et son père, puis laissé dans une caravane derrière leur maison. Je ne peux pas imaginer une situation plus tragique, horrible que ce meurtre. Un garçon de 5 ans. En examinant cette affaire, et nous avons travaillé sur cette affaire par intermittence depuis 1 an et demi sans pause, mais par intermittence pendant des années. De nombreux shérifs avant moi. Mais je reviens sans cesse à Justin. Aujourd'hui, Justin aurait eu 40 ans, il aurait pu obtenir son diplôme de lycée, aller à l'université, se marier, avoir un enfant, être un citoyen productif, mais il ne le sera pas. Parce que nous croyons que ces 2 personnes ont privé tout le monde et cette famille avec qui je suis resté en contact au fil des années de tout cela.
et ils ont fait d'énormes efforts pour maintenir cette affaire vivante. Continuez à nous pousser, à poser des questions et à nous aider à arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Comment en sommes-nous arrivés là? Nous sommes arrivés ici grâce à certaines personnes présentes, grâce au travail d'enquête, au travail médico-légal effectué par le SLED, aux agents du SLED, à toutes les personnes impliquées du bureau du shérif. Beaucoup de personnes ont contribué à constituer ce dossier au fil des années, et je veux les remercier. Nous savons avec certitude que Justin est mort étranglé. Il y avait des marques de ligature sur son cou. Nous avons récupéré ce que nous pensons être la preuve du meurtre. Nous avons beaucoup de preuves médico-légales. Nous en sommes là grâce aux nouvelles technologies et à la médecine légale. Vous savez, nous savons tous comment les choses ont évolué au fil des ans. Nous avons insisté, persévéré et nous sommes battus pour obtenir ce dont nous avions besoin. Pour procéder à une arrestation, je dois dire que j'espère et je prie pour que Justin nous regarde du ciel en se réjouissant qu'aujourd'hui, il y ait de la justice. Il y a encore de la justice. Je veux dire, nous avons pu préciser l'heure du décès grâce au contenu de l'estomac de Justin ce matin-là. Des déclarations qui ont été faites lors de l'entretien initial, l'enquête initiale sur les lieux, toutes ces choses-là. Mais nous avons pu utiliser certains tests médico-légaux dont nous ne disposions pas auparavant. Et cela nous a permis de relier l'arme du crime que nous pensons avoir été utilisée pour étrangler Justin à des vêtements et des tissus présents sur ses vêtements au moment de sa mort. Il y a beaucoup d'autres éléments qui l'expliquent, mais ce ne sont que quelques exemples. Ils ont pu comparer des fibres microscopiques provenant d'une laisse de chien qui avait été récupérée au domicile de la famille pendant l'enquête, avec des fibres retrouvées sur la chemise de Justine et sur sa blessure au cou. Ils pensèrent que la laisse de chien et un collier pour chien qu'ils n'ont jamais pu retrouver étaient les objets utilisés pour tuer Justine. Mais au final, un juge a rejeté les charges contre le père et la belle-mère. Il a déclaré que, puisque de nombreux témoins dans l'affaire étaient soit indisponibles, soit décédés à ce moment-là, et que plusieurs éléments de preuve, y compris la caravane et le collier pour chien, n'avaient pas pu être obtenus ou analysés, il n'y avait pas assez d'éléments pour poursuivre le couple en justice. Un nouveau collier pour chien avait en fait été acheté dans un Walmart 31 ans après la mort de Justine, et c'est celui-là qu'ils avaient utilisé pour comparer les fibres. Il y avait également un appel enregistré entre le détective du shérif qui enquêtait sur l'affaire et l'expert médico-légal qui avait été engagé pour analyser les objets. Au cours de l'appel, l'expert médico-légal dit « À quel point tenez-vous à la théorie de la laisse ? Parce que je ne pense pas que ce soit la laisse. » Par conséquent, les charges retenues contre Victor et Meghan ont été rejetées définitivement, ce qui signifie que la décision est désormais définitive et ne pourra plus jamais être rejugée. J'attends cela depuis plus de 30 ans. Quoi de neuf, mec ? Ça fait plus de 30 ans, nous n'avons pas pu parler. Nous avons été suspectés. Et notre vie a été un enfer à cause de tout ça. Depuis 35 ans, entrant et sortant de ce tribunal, audience après audience, les Turner affirment que l'accusation d'implication dans la mort du petit Justin Turner, 5 ans, a lourdement pesé sur leur vie. Je veux dire, nous ne l'avons pas fait. Chaque petit détail qui surgissait, tout le monde essayait de nous accuser. Personne ne regardait les faits réels. C'était comme si une décision avait été prise dès le premier jour, et ça n'a jamais changé. Je pense qu'ils nous ont ciblés dès le début. Les Turner déclarent que leur prochaine étape est de souffler et rentrer chez eux. Le père de Turner est triste de ne jamais connaître la vérité. Je suis content que ce soit terminé. Mais maintenant, on ne saura vraiment jamais grand-chose. En même temps, l'avocat de Victor et Meghan a essayé de présenter une nouvelle théorie sur l'identité du meurtrier de Justine. Il a affirmé que le tueur en série, Richard Marquardt, était celui qui avait tué le petit garçon. Richard était connu pour enlever de jeunes enfants, souvent près de leurs arrêts de bus. Il les agressait ensuite sexuellement et les tuait. De plus, Richard ne se trouvait pas loin de la maison des Turner au moment de la mort de Justine.
Les funérailles de Justin Lee Turner ont eu lieu le mardi 9 mars 1989 au Salon Funéraire Park, où plus de 200 personnes étaient présentes. Il a été inhumé avec certaines de ses affaires préférées, dont une poupée California Raisin, un t-shirt de baseball de son équipe favorite et une peluche Pound Puppy. La mère de Justin, Hélène, a écrit à propos de son fils au premier anniversaire de sa mort dans un texte intitulé « Mon très cher Justin ». Elle disait « Il était une fois un petit garçon nommé Justin que tout le monde a appris à connaître. J'écris cette histoire dans l'espoir que vos enfants vivront et grandiront. » Né dans les bras de sa mère, il a été aimé, choyé et agrandi. Il tenait la main de sa maman en apprenant à marcher. Bien trop tôt, elle le savait. Justin était son nom, si beau et doux, aimé de tous ceux qu'il rencontrait. Né de l'amour puis emporté par la haine. Comme chaque enfant, il était innocent et pur. Pourquoi cela lui est arrivé, nous devons maintenant l'endurer. Il était si précieux, en bonne santé, et avait tant de choses à vivre. Lorsqu'il a été emporté, son rire a disparu à jamais. Il avait une famille qu'il aimait tant. Il demande maintenant pourquoi il a dû partir. Je te porterai pour toujours, Justin. Je t'aime, maman. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire de Justin aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui montrent que son père et sa belle-mère sont coupables de son meurtre. Mais il semble qu'à ce stade, il n'y aura jamais de justice pour ce petit garçon. La police n'ayant aucune preuve supplémentaire et le fait que son père et sa belle-mère ne peuvent plus être condamnés. Qu'en pensez-vous? À votre avis, qu'est-il arrivé à Justin? Adorable. Il était très obéissant. C'était vraiment très proche de sa maman. Sam était obsédé par Toy Story depuis qu'il était bébé. Il adorait Toy Story et Buzz et Woody. Ces deux-là étaient ses préférés, mais il les aimait tous. Le corps du garçon a été retrouvé dans un motel à 2 heures au nord-est de Houston, il y a 2 semaines, quelques jours après le signalement de sa disparition. Le médecin légiste conclut à un homicide. Samuel Olson est né le 29 mai 2015 de sa mère, Sarah Olson, et de son père, Dalton Olson. C'était un garçon intelligent, drôle, affectueux et très proche de sa maman. Il aimait les dinosaures et connaissait la plupart de leurs noms. Samuel était obsédé par tout ce qui concernait le film Toy Story. Et après avoir reçu les figurines de Woody et Buzz l'éclair en cadeau, il a commencé à les emmener partout avec lui. Les parents de Samuel se sont séparés en janvier 2017 après avoir compris qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Suite à cela, la mère du petit garçon, Sarah, a obtenu la garde principale de Samuel et a ensuite emménagé chez sa propre mère, Tiffany Farmaca, à Center, au Texas. Le père du garçon, Dalton, qui selon certains n'était pas très impliqué dans sa vie, a conservé des droits de visite et a été contraint de commencer à verser une pension alimentaire. Cependant, après que Samuel soit allé rendre visite à son père en janvier 2020, Dalton a alors refusé de rendre le garçon à sa mère. Après cela, Dalton a échappé à toutes les tentatives du tribunal pour le forcer à ramener Samuel à sa mère. Et ces efforts entrepris par le tribunal auraient apparemment été prolongés encore plus longtemps à cause de la pandémie mondiale. La mère de Samuel, Sarah, a même essayé d'impliquer la police pour récupérer la garde de son fils. On lui a dit que c'était une affaire civile, que la police n'intervenait pas et qu'elle devrait voir un juge, ce qu'elle avait déjà fait. Sarah a même essayé de remettre plusieurs ordonnances du tribunal à son ex, mais elle a découvert qu'il avait encore une fois déménagé. Cela signifiait aussi que le petit Samuel changeait fréquemment d'école pendant cette période. Finalement, le 31 mai 2020, Sarah a pu revoir Samuel lors de sa fête d'anniversaire pour ses 5 ans. Selon la mère de Sarah, Sarah avait demandé à l'huissier d'être présent ce jour-là pour remettre les papiers du tribunal à Dalton, mais on lui a dit qu'il ne pouvait pas le faire en raison des préoccupations liées au Covid. Sarah et sa mère étaient à l'anniversaire de Samuel. Après des mois sans la voir, le petit garçon a dit à sa mère « Je savais que tu viendrais me chercher ». C'est à ce moment-là que Sarah a décidé d'essayer de sortir discrètement par la porte latérale de la maison de la mère de Dalton, où la fête avait lieu, avec Samuel pour le ramener chez elle, là où il devait être. Alors qu'elle tentait de partir avec son fils, Dalton a compris et s'est précipité hors de chez sa mère pour se jeter devant la voiture de Sarah. Il a ensuite essayé de prétendre que Sarah l'avait renversé. Après cette confrontation, Sarah est restée à la maison jusqu'à l'arrivée de la police. Mais lorsqu'elle a essayé d'expliquer la situation, elle a été arrêtée pour agression aggravée avec une arme mortelle. Donc, une fois de plus, elle n'a pas pu sauver Samuel et il est resté avec son père Dalton.
Une ordonnance de protection et une interdiction de contact de Dalton envers Sarah ont également été émises après cela, et cela excluait spécifiquement Samuel. Donc, la communication avec Dalton et sa famille au sujet de Samuel était toujours autorisée. Le jour où cela s'est produit, deux autres choses très révélatrices se sont également produites. La nouvelle petite amie de Dalton, qui s'appelait Teresa Balboa, a crié à la mère de Sarah « J'aimerais avoir ma batte pour pouvoir frapper Sarah avec ça ». Et Dalton a dit de façon psychotique à Sarah « Tu ne verras plus jamais Samuel, ni ne lui parleras ». Cette déclaration allait malheureusement s'avérer vraie. Parce qu'environ 10 mois plus tard, le 27 mai 2021, 2 jours avant le 6e anniversaire de Samuel, il a été déclaré disparu par son père, Dalton. Dalton et sa nouvelle compagne, Teresa Balboa, ont déclaré ceci à la police. Vers 7h30 ce matin-là, Sarah et un faux policier en uniforme s'étaient présentés chez la mère de Teresa, au niveau du 8800 de McAvoy Drive, où ils étaient en visite. À son arrivée, selon Teresa, Sarah avait exigé de récupérer la garde de son fils. Alors Teresa, disant qu'elle n'avait pas d'autre choix, lui a remis Samuel. Pourtant, Teresa n'avait appelé Dalton, qui était au travail, qu'à 11h40 ce matin-là pour l'informer de ce qui s'était passé. Et le couple n'a signalé la disparition du garçon qu'à 18h. Teresa et Dalton ne vivaient pas ensemble et logeaient à environ 1h30 de distance. Mais à partir du 30 avril, Samuel séjournait chez Teresa dans son appartement à Webster, au Texas. Selon Dalton, la dernière fois qu'il avait parlé à son fils, c'était au téléphone environ une semaine auparavant, le 21 mai. Quant à la raison pour laquelle Samuel séjournait chez Teresa, ce n'est pas clair, car Dalton aurait donné deux versions différentes. L'une des raisons était que Samuel devait se mettre en quarantaine chez elle pour éviter de ramener le Covid à la maison, là où il vivait avec Dalton et son grand-père à haut risque. Mais Dalton disait aussi qu'il restait chez Teresa parce qu'il n'avait pas de voiture et qu'il travaillait de longues heures dans le bâtiment. Le lendemain de la déclaration de la disparition du petit Samuel, son père Dalton a déposé une requête en urgence pour obtenir la garde exclusive de son fils. Et dans cette déclaration, il a accusé la mère du garçon, Sarah, d'être une mère inapte. Lorsque les enquêteurs ont parlé avec la mère de Samuel, Sarah, pour savoir si elle avait son fils ou si elle avait une idée de l'endroit où il se trouvait, elle leur a dit qu'elle n'avait pas vu son fils depuis près d'1 an. Ensuite, elle a remis aux enquêteurs des images de vidéosurveillance prouvant qu'elle n'avait pas quitté la maison ce jour-là. La police de Houston a lancé une alerte médiatique pour le garçon disparu. Cependant, ils n'ont fait aucune mention de l'agent en uniforme dans la déclaration initiale de Teresa, car je suis sûre qu'ils n'avaient aucune raison de croire à ces absurdités. La dernière fois que quelqu'un en dehors de la famille a vu Samuel, c'était le 30 avril lors de sa dernière journée d'école. Cependant, personne de l'école n'a jamais signalé cela aux forces de l'ordre. Voici maintenant ce que le père du petit garçon, Dalton, et sa petite amie, Teresa, avaient à dire au sujet de la disparition de Samuel. Je m'appelle Dalton Olson, D-A-L-T-O-N-O-L-S-O-N. Dalton, ces moments doivent être difficiles. Pouvez-vous me dire ce que vous vivez? Je vis un cauchemar dont je ne peux me réveiller. Aucun parent ne devrait ressentir ça. Je n'arrive ni à manger ni à dormir. Les mots me manquent. Je comprends. Est-ce que la police vous a dit quelque chose ou vous a donné des informations? Nous faisons de notre mieux en ce moment pour aller sur le terrain et le chercher. Nous essayons de coopérer et de leur donner tout ce qu'ils demandent. Nous leur avons donné tout ce que nous pouvions. La moindre information que nous pensons importante, ou même si elle nous paraît insignifiante, nous la transmettons quand même. Nous essayons simplement de faire tout ce que nous pouvons pour jouer notre rôle et aider à ramener mon fils sain et sauf à la maison. Parce qu'au final, c'est tout ce qui compte aujourd'hui. S'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mon fils. Comment s'appelait votre fils? Il s'appelle Samuel Olson. Il vient d'avoir 6 ans le 29. Il a les cheveux un peu ébouriffés sur le dessus, plus courts sur les côtés. Oui. Et tu as dit que tu allais distribuer des prospectus. Oui, monsieur, nous y étions tous. Nous avons distribué des prospectus à Pasadena-la-Porte et sommes maintenant dans le sud-ouest de Houston pour en distribuer. Nous irons là où il a été vu pour la dernière fois et distribuerons des prospectus partout où c'est possible, au cas où quelqu'un aurait vu quelque chose. Le moindre renseignement peut aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que veux-tu que les gens sachent? Nous voulons juste retrouver Sam. C'est tout. Nous demandons juste n'importe quelle information. S'il vous plaît, aidez-nous à retrouver Sam. Et qu'est-ce qu'il représente pour vous? Tout, c'est mon bébé. Nous avons... Comme je l'ai dit, j'ai fait des devoirs avec lui.
Je lui ai appris beaucoup de choses et on veut juste qu'il revienne. Des informations? Aidez-nous à le retrouver et à le ramener chez nous, s'il vous plaît. Et comment vous sentez-vous en ce moment? Les mots ne peuvent même pas décrire à quel point je suis bouleversée, dépassée, effrayée. Il y a tellement d'émotions que... C'est juste que ça a été vraiment difficile. Ça a été vraiment difficile. Vous l'aimez vraiment? Bien sûr, je me suis pliée en 4. J'ai tout fait pour lui. Pour Dalton aussi, parce que c'est... Ça a été difficile. Ça a vraiment été difficile. Mais nous savons que nous allons le retrouver. Dites-nous ce que vous faites actuellement avec la police. Nous distribuons des avis de recherche. Tout ce que la police nous demande de faire, nous le faisons. Tout ce qu'on nous a dit ou conseillé de faire, nous le faisons. Donc nous avons tout fait? Parce que ça en fait partie, oui? Oui, ils sont entrés dans l'appartement, ils sont allés partout, mais ils ont fouillé. Et nous allons continuer à chercher jusqu'à ce que nous le trouvions. Qu'en pensez-vous? Où pourrait-il être? Quelque part avec... Pas avec nous. Et c'est ça. Ce qui est important, c'est qu'il n'est pas avec nous et qu'on doit le ramener parmi nous. Je ne peux pas. Je ne peux pas dire où il pourrait être, où il se trouve peut-être. Franchement, on ne sait pas. À ce stade, on ne sait pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est continuer à chercher et à faire, tu sais, tout ce qu'on a déjà fait. Et on va continuer à le faire. Tu penses qu'il est vraiment inquiet? Oh oui. On n'arrête pas de l'imaginer assis à regarder des dessins animés en nous attendant. Juste assis là à nous attendre. Et on va être là, on va le retrouver. Parle-moi de ta relation avec lui. Est-ce qu'il t'appelait maman? Je veux dire... Superwoman. C'était son choix. Ce n'était pas pour nous. Nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas forcé parce que je me disais, je ne veux pas imposer ça. Mais tu sais, il m'appelait Super Maman. Je ne me suis pas oubliée. Et j'ai perdu mon travail cette année. Oh Thérèse. Tu sais, c'était quand même inconfortable pour lui, tu sais, parce qu'il est petit, c'est un enfant et il sait qui est sa maman. Il sait qui est sa maman, mais il sait aussi à quel point je tiens à lui et que tout ce que j'ai dit que je ferais pour lui, je l'ai fait. Nous allons le retrouver. Je sais qu'on va le retrouver. Donc, même si la police avait déclaré que la dernière fois que Samuel avait été vu était le 30 avril, sa grand-mère paternelle, Tanya Olson, a déclaré aux autorités que la dernière fois qu'elle avait vu son petit-fils, c'était le 2 mai. Elle a aussi dit avoir entendu Samuel en arrière-plan lors d'un appel environ une semaine avant sa disparition. Tanya a également fait une déclaration dans laquelle elle disait que son fils Dalton, le père de Samuel, n'était pas un mauvais père et qu'il ne ferait jamais de mal à ce bébé. Et il l'aime à la folie. Il mourrait pour lui. La grand-mère maternelle de Samuel, Tiffany Farmaka, de son côté, a déclaré qu'à la dernière fête d'anniversaire de Samuel, il lui avait dit qu'il n'aimait pas être avec son père. Et il n'aimait pas non plus Teresa. Selon lui, ils étaient tous les deux très méchants avec lui. Cependant, il n'a pas donné plus de détails. Le 31 mai, 4 jours après que la disparition de Samuel ait été signalée, la police de Houston et Texas EquaSearch ont commencé à chercher le garçon de 5 ans dans le complexe d'appartements de Webster, où il aurait séjourné avec la petite amie de son père, Teresa, et l'ex-petite amie de Teresa, qui était maintenant son colocataire, Benjamin Rivera. Mais ils n'ont pas trouvé Samuel. Peu de temps après, cependant, Crime Stoppers a reçu un tuyau qui a conduit la police à la chambre 106 d'un hôtel Best Western à Jasper, au Texas, à plus de 160 km de la maison du père de Samuel à Houston. Dans la chambre d'hôtel, ils ont trouvé Teresa Balboa ainsi qu'un grand bac en plastique. Et à l'intérieur, ils ont découvert le corps en décomposition du petit Samuel Olson, âgé de 5 ans. Il semblait qu'il était mort depuis un certain temps. Une autopsie a ensuite révélé que l'enfant était décédé des suites d'un traumatisme contondant et que sa mort était un homicide. Lorsque la police a retrouvé le corps de Samuel, elle a également arrêté Teresa. Elle a tous été placée en garde à vue pour des accusations initiales de dissimulation de preuves. Et sa caution a été fixée à 100 000 $. Les charges retenues contre elle seront ensuite requalifiées en assassinat.
Les autorités ont aussi découvert des vidéos montrant Teresa et un homme retirant le bac en plastique contenant le corps de Samuel d'un camion pour l'apporter dans la chambre d'hôtel. Il sera découvert que le nom de cet homme était Dylan Walker et qu'il avait en réalité été celui qui avait appelé Crime Stoppers. Selon cet homme, Dylan, le 30 mai, la veille de la découverte du corps de Samuel, il avait retrouvé son amie Teresa Balboa sur le parking d'un Walmart à Cleveland, au Texas. Là-bas, elle lui a demandé de l'emmener à un box de stockage à Webster, au Texas, où elle a récupéré le bac contenant le corps de Samuel. De là, il s'était rendu au Best Western, où Dylan avait loué une chambre à son nom. Et après quelques heures, il avait laissé Teresa là-bas, dans la chambre 106. Mais Dylan, qui avait remarqué une odeur terrible émanant du bac, a décidé d'appeler Crime Stoppers sur le chemin du retour chez lui. Dylan Walker a également été arrêté et inculpé pour altération de preuves. Cependant, il a rapidement payé sa caution après son arrestation et a été libéré. Ensuite, une troisième personne a été arrêtée, et de façon assez suspecte, il ne s'agissait pas du père de Samuel, mais plutôt du colocataire et ex-petit ami de Teresa, Benjamin Rivera, qui a également été inculpé pour altération de preuves. Il a été détenu sous caution de 100 000 $ et il a fini par payer cette somme et a également été libéré. Le colocataire de Teresa, Benjamin, a fini par dire aux autorités qu'il avait reçu un appel téléphonique de Teresa le 10 mai. Et à ce moment-là, elle lui a dit que Samuel était mort dans leur appartement. Il était au travail à ce moment-là, mais lorsqu'il est rentré plus tard à l'appartement, il a trouvé le petit garçon allongé sur le lit, sans réaction. Il a dit qu'il avait remarqué des ecchymoses sur tout le corps de l'enfant. À partir de là, Benjamin a aidé Teresa à placer le corps de Samuel dans la baignoire, où il est resté pendant encore 2 jours. Puis, le 13 mai, Benjamin est allé dans un Walmart où il a acheté un bac en plastique et du ruban adhésif. De retour à l'appartement, il a aidé Teresa à envelopper le corps de Samuel dans une bâche plastique, à le sceller avec du ruban adhésif, puis à le mettre dans le bac. Ensuite, ils ont mis le bac dans le camion de Benjamin et sont partis au box de stockage à Webster, où ils ont déchargé le conteneur où se trouvait le corps de Samuel. Or, bien que Benjamin ait affirmé que Samuel était mort le 10 mai, les enquêteurs ont trouvé, en fouillant son téléphone, un message de Teresa à Benjamin lui disant qu'elle devait lui parler avant qu'il ne revienne à l'appartement. Puis, le 12 mai, Teresa lui avait envoyé un message disant qu'elle allait déplacer le corps de Samuel sur le lit, après avoir appris par Benjamin que le personnel d'entretien de l'appartement allait entrer dans le logement ce jour-là. Une vidéo de surveillance d'un entrepôt à Webster a également montré le camion de Benjamin avec le bac, dans lequel le corps de Samuel serait retrouvé plus tard. Arrivant à l'unité le 22 mai, une voisine, installée à côté de Teresa depuis le 11 mai, a déclaré que le 2e jour où sa famille vivait là, vers 3 ou 4 heures de l'après-midi, ils avaient entendu de forts bruits de grattement. Vraiment, vraiment très forts. Cela a duré environ 10 à 15 minutes. Donc, on ne sait pas exactement quand Samuel est réellement décédé. Au moment de l'arrestation de Teresa Balboa, elle était en liberté sous caution après un autre incident qui s'était produit en novembre 2021. Elle avait été accusée d'agression après avoir étranglé le père de Samuel, Dalton. Il y avait également une ordonnance de protection contre elle, destinée à l'empêcher de communiquer avec Dalton ou Samuel. Mais cette ordonnance avait clairement été violée et, seulement 2 mois plus tard, le 2 janvier 2021, Teresa avait annoncé qu'elle et Dalton étaient fiancés. Mais ma question est, pourquoi Dalton a-t-il permis à cette femme de s'occuper de son fils après cet incident? Même s'il avait des horaires impossibles ou s'il avait besoin que Samuel soit en quarantaine, ce n'est pas le genre de personne à qui l'on voudrait confier la garde de son enfant. Lorsque Dalton a été interrogé par un journaliste sur ce qu'il dirait à Teresa après son arrestation, le père a répondu « Pourquoi ? Il t'aimait tellement. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu fait ça ?» Le fait est que Teresa Balboa avait en réalité 2 filles à elle. Cependant, elle avait perdu la garde des 2 en 2019 à la suite d'accusations selon lesquelles elle avait été une mauvaise mère. Et quand une date d'audience lui a été donnée pour récupérer la garde de ses enfants, elle ne s'est pas présentée. Le père de ses enfants, Alex Rizzo, qui venait de l'Oklahoma, a déclaré aux autorités que soit le 23 mai, soit le 24, Teresa l'avait contacté pour lui demander si elle pouvait venir lui rendre visite. Mais quand il lui a dit non, elle a cessé de répondre. Il pense maintenant qu'elle essayait de se servir de lui pour s'enfuir et cacher le corps de Samuel. Selon Alex, il savait que son ex, Teresa, avait de sérieux problèmes. Elle a eu une vie très difficile,
mais il n'aurait jamais pensé qu'une chose d'une telle ampleur pourrait arriver. Le procès de Teresa Balboa était prévu pour juin 2023 Zézé. Mais environ un mois avant cela, elle a accepté un accord et a plaidé coupable à une accusation moindre de meurtre au premier degré. Elle a admis avoir tué Samuel en le frappant avec un objet contondant alors qu'il était sous sa garde. Elle a ensuite été condamnée à 52 ans de prison et elle doit en purger au moins 26 avant de pouvoir éventuellement être considérée pour une libération conditionnelle. La mère de Samuel, Sarah Olson, a pris la parole à la barre et a présenté sa déclaration de la victime après le prononcé de la sentence. Et elle a déclaré que la punition de Teresa n'est pas la justice. Sarah a poursuivi en disant « Elle a admis ce qu'elle a fait. Pour 52 ans, avec possibilité de libération conditionnelle après 26 ans, mon fils n'a même pas eu 6 ans de vie. Mais elle a une chance d'en avoir une. » La mère a également parlé plus tard de sa conviction que le père de Samuel, Dalton, aurait aussi dû être inculpé. Elle, comme moi, ne comprend pas comment il aurait pu ne pas être impliqué dans la mort de Samuel. Il a envoyé son fils vivre chez quelqu'un qu'il savait violent. Il n'avait pas parlé à son fils depuis plus d'une semaine, ne l'avait pas vu depuis presque un mois, et il a simplement accepté l'histoire de Teresa selon laquelle Sarah était venue le prendre. Ça n'a aucun sens. Et en plus, il avait violé non pas une ni deux, mais 3 ordonnances du tribunal pour placer Samuel sous la garde de Teresa. Apparemment, Dalton a aussi essayé de contacter Sarah pendant environ une semaine après la découverte du corps de Samuel, mais elle a refusé de répondre à ses appels téléphoniques. Par l'intermédiaire d'un avocat, Dalton Olson a nié toute implication dans la disparition et la mort de son fils Samuel, bien qu'aucun membre de sa famille ni lui-même n'ait fait de commentaires publics à ce sujet. Après la mort de son petit-fils, Tiffany Farmiga s'est exprimée publiquement et a déclaré « Je ne veux pas qu'on l'oublie. Je sais que ça ne le ramènera pas, mais peut-être que cela aidera pour qu'un autre petit garçon ne vive pas la même chose. » Le corps de Samuel Olson a été incinéré et une cérémonie privée a eu lieu pour lui le samedi 10 juillet 2021. Merci d'avoir écouté l'histoire de Samuel aujourd'hui. C'est absolument fou que son père n'ait pas été inculpé pour quoi que ce soit. Il a enfreint 3 ordonnances du tribunal pour placer son fils dans un endroit où il serait ensuite tué. Je ne comprends pas pourquoi il aurait même confié Samuel à Teresa au départ, sachant qu'elle avait perdu la garde de ses enfants et qu'elle était violente. Sans parler du fait que Dalton et sa propre mère avaient clairement menti à la police en disant qu'ils avaient entendu Samuel au téléphone seulement 1 ou 2 semaines avant qu'il ne soit signalé comme disparu. C'est absolument ridicule qu'il n'ait jamais été inculpé ou puni d'aucune façon en lien avec la mort de son fils. Qu'en pensez-vous? Pourquoi ce père aurait-il même laissé Teresa s'occuper de Samuel au départ? Essayait-il simplement de se venger de son ex-femme, Sarah? Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus de contenu d'A Wicked World sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Accédez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworld@crimeegmail.com.